Bienvenue à tous dans l'épisode 16 d'Ecompreneurs. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est avec Mathis. Comment ça va? Salut Fred, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Alors Mathis, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez écouté l'épisode, il me semble, l'épisode avec Jérôme, donc ça doit être l'épisode 6 ou 7. C'est lui qui nous a conseillé d'inviter Mathis parce qu'en fait, t'as été, je crois, le coach de Jérôme, c'est ça? C'est ça, pendant un certain temps, pendant il me semble presque un an et demi, c'était encore en 2018-2019, donc ouais, Ouais. Jérôme a parcouru pas mal de chemin depuis le temps, on va dire. Ouais, 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 exactement. Donc il explique tout. Je sais pas si t'as écouté toi son épisode? Ouais, je l'ai écouté, c'est super intéressant et en fait, je pense que Jérôme, il montre vraiment l'idée en fait de cet entrepreneur accompli qui a commencé dans un domaine et qui finit dans un autre qui a absolument rien à voir. Et c'était vraiment cool d'entendre tout son parcours. Bah c'est ça en fait, parce qu'au début on commence par quelque chose, bon c'est le truc qui nous a attiré le plus l'œil et qui nous a le plus donné envie au début, puis après 2 ans, 3 ans, bah, peut-être qu'on commence à s'ennuyer, on change, ou qu'on trouve quelque chose qui brille plus, ou on trouve quelque chose qui est plus aligné avec nous, on fait des tentatives, et en fait bah ça bouge, hein, on peut pas rester, en général on reste pas à 30 ans sur le même projet, Ah il oui, y en non, a bah, c'est peu clair, qui restent c'est clair. longtemps sur le dropshipping. Et puis aussi, on s'adapte parce que bah, parfois les coûts montent, les choses changent quoi. Donc il faut s'adapter. Et peut-être qu'au début, on veut en fait se lancer dans une entreprise pour faire un certain nombre, un certain montant pour un certain nombre d'heures de travail. Puis qu'après, on trouve d'autres opportunités où on travaille moins, on gagne plus ou différemment quoi. Donc ça dépend. Tout à Ça fait. dépend un peu de. Ouais. Donc ça évolue. Donc Jérôme nous a tout expliqué. Si vous n'avez pas écouté encore cet épisode, allez-y. Il me semble que c'est l'épisode 6 ou 7, hein. En tout cas, c'est écrit Jérôme dessus. 5 millions, je crois, en e-commerce. Donc allez-y, écoutez-le, c'est très intéressant. Donc en tout cas, tu as été un bon coach pour lui parce qu'il a bien bien réussi en J'ai bien e-commerce. fait mon travail. Donc tu as coaché beaucoup de personnes. J'en ai coaché. Alors, en fait, si tu veux, pour t'expliquer un petit peu l'histoire de tous ces coachings, j'ai commencé à coacher des gens à partir de 2019, en parallèle de l'e-commerce. Et en fait, ça n'a jamais été un business, hein, de coacher des gens, mais ça a toujours été un plaisir, en fait, de le faire. Donc oui, effectivement, bah, je continue toujours de le faire d'ailleurs. Et j'ai accompagné environ, ouais, peut-être une soixantaine d'entrepreneurs, principalement pour de l'acquisition. Donc tout ce qui va être stratégie marketing, qui vont être liés bah, au réseau Meta, Google Ads, et tout ce qui suit, quoi, un Pinterest, Snapchat. Ouais, une soixantaine quand même, hein. Ok, donc c'est. Bah, tu vas nous en parler plus en détail après, alors ok. Et donc tu connais le concept maintenant que t'as écouté un épisode ou plusieurs? Alors, non, j'ai écouté que celui de Jérôme, pour le coup, je suis un mauvais Ok, élève. ok. Je vais écouter les autres bientôt. Ok, bah tu connais à peu près l'exercice, hein. Donc au début, bah, déjà présente-toi, est-ce que t'es français, quel âge tu as, où tu habites, etc. Ouais, alors donc moi c'est Mathis, donc oui effectivement j'habite en France à Paris, tout fraîchement arrivé à Paris. J'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'avais 15 ans, grâce à un serveur Minecraft. En fait, j'étais un petit geek à l'époque et j'avais décidé de monter un serveur en ligne, et ensuite j'avais décidé de monétiser où en fait tu pouvais acheter des grades, des items, donc en fait des choses qui te permettent de te rendre plus fort dans le jeu comparé à tes adversaires. Et donc en fait bah, c'était donc payant. Et en fait les années passent et en fait bah, on cumule un très gros nombre de connectés simultanément, qui fait qu'en fait on devient l'un des premiers serveurs francophones en France. Et donc Ah ouais, arrive ça représente combien de personnes? ça représente à peu près plus de 1000 personnes. Ah, ok. Et tu sais, House of Success, tu connais? Oui, je vois très bien, oui. Bah je crois qu'il avait commencé aussi avec un truc Minecraft, donc les geeks qui font du drop après. Mais en fait, Minecraft, c'est vraiment un jeu qui, sans même s'en rendre compte, qui vraiment nous éduque à l'économie, à vraiment pas mal de choses. Moi, je m'en suis rendu compte, bah, là, enfin, je m'en suis rendu compte, ouais, bah, il y a quelques années, mais c'est vrai que quand t'es gamin, en fait, tu te rends pas compte de tout ça, de tout ce que ça peut t'apporter. Et moi, ça m'a apporté cette fibre un peu entrepreneuriale. Après, voilà, moi, j'ai aussi une famille qui est assez modeste
et où bah en fait si je voulais quelque chose depuis que je suis gamin, bah en fait bah tu te débrouillais pour l'avoir quoi en fait, hein. C'était un peu ça quoi, tu vois. Donc t'as réussi à faire du cash grâce à ça, ouais, c'est cool. J'ai réussi à faire du cash grâce à ça. Et donc arrivent mes 17 ans, 18 ans, et donc je revends ce serveur. Donc d'ailleurs une revente où je me suis fait totalement arnaquer, mais bon voilà, enfin voilà quoi, j'avais quoi, c'était moi que j'avais 17 ans, 18 ans. Et donc le dropshipping rencontre ma route et Attends, tu l'as vendu à combien? je l'ai vendu. Beaucoup. Euh, Ok. pas tant que ça. Enfin pour ce que ça rapportait, c'était pas, enfin je m'étais fait vraiment arnaquer quoi. Mais Je c'est m'étais quoi vraiment fait le arnaquer. business model? Les gens, ils payent le serveur tous les mois? Alors en fait le business model il est très simple. En fait tu peux jouer gratuitement, mais si tu en fait tu peux acheter des items, enfin des objets en fait qui t'apportent certains avantages dans le jeu et qui te permettent de gagner des combats contre d'autres joueurs en ligne, qui te permettent de monter des guides, ce genre de choses. Genre, Donc une épée, ça coûte 5 euros, quoi. exactement, exactement. Et je me souviens à l'époque, alors je sais même plus si ça existe encore, tu vois, c'était les paiements avec les téléphones. Donc tout ce qui était les Star Pass, les Halo Pass, tout ça. Ok. Et genre, donc si t'as 1000 personnes connectées quotidiennement, c'est ça? C'est ça, quotidiennement, simultanément. Wow. Et ces 1000 personnes, elles achètent toutes une épée, un casque et je sais pas quoi, un livre et une potion. C'est ça. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 1000 fois 1000. Ça monte vite, ouais. Ça monte plutôt vite. C'est Bon incroyable à après, cet âge. bah, en fait, tu t'en rends pas réellement compte. En fait, toi, t'es vraiment dans ton jeu, enfin, dans cet esprit de jeu. Et donc après, par la suite, donc c'est là où ça m'a amené aussi à ça. C'est qu'en fait, tu pouvais, donc en fait, c'est quand tu tapes serveur Minecraft, tu as des classements de serveurs. Et en fait, bah, sur ces sites-là, tu peux payer des mises en avant pour justement attirer plus de joueurs. Et en fait, tout cet argent qu'on gagnait là, en fait, on le réinjectait directement dans la publicité. Ce qui a fait qu'en fait, au bout de quelques années, bah, ça a fait un effet boule de neige et qu'on a eu, bah, en fait, autant de connectés, quoi. Attends, et là, t'étais numéro un, tu dis, en France. On était l'un des numéros un en France, ouais. Ah ouais, ok. Et c'était quoi le site? C'était un blog, en fait, qui te mettait en avant? C'est ça, tout à fait. C'était des sites du style serverminecraft.org. C'était des classements en fait où les joueurs votaient pour leur meilleur serveur. Et donc en fait, tu pouvais bah, avoir la place numéro 1 en payant en fait, tout simplement. Ok, ouais. Et pour faire un bon serveur, c'est toi qui faisais une map au début. La map, c'est une map. Enfin, je connais pas trop, mais C'est ça, oui, imaginons, tout à tu dois fait. faire un château au milieu, une bibliothèque, des trucs et tout, non? Tout à fait, tout à fait. En fait, donc oui, donc tu dois créer une map pour les joueurs. Donc moi, en fait, je créais pas du tout les maps. Et pour dire, en fait, je n'ai quasiment, j'ai réellement jamais joué à ce jeu. Je faisais que quelques petits trucs, mais rien d'extraordinaire. Le seul truc qui m'intéressait, c'était l'aspect économique en fait du serveur et pas réellement le fait de jouer. Donc quand je parle de l'aspect économique, c'est qu'en fait tu as un aspect économique qui est virtuel et tu as également un autre aspect où là du coup il y a de l'argent réel qui transite autour. Et moi je m'occupais beaucoup de tout ça en fait. Mais le jeu en lui-même m'intéressait pas tant que ça. Ok, bah tu y as quand même joué plusieurs années, quoi. Ouais, bah oui, mais enfin, pour moi en fait le fait de jouer, c'était vraiment de m'occuper de cet aspect économique en fait. Hmm. C'est pas le jeu en lui-même. Ah oui, et avant ça, tu jouais déjà. C'était quoi ton jeu de société préféré? C'était le Monopoly? Mon jeu préféré, bah, je crois que ça a toujours été Minecraft en fait en réalité. Monopoly, bon bah oui, bah comme tout le monde, enfin je jouais quoi, mais Ok. Et est-ce que tu faisais déjà des deals avant l'époque Minecraft? non, bah avant l'époque Minecraft, j'avais 14 ans, donc non. Ok, ok. On a oublié quand même deux petites questions. T'as quel âge? Et du coup, ça fait combien de temps parce que t'as commencé à 14 ans. Ouais, t'as quel âge maintenant? Alors j'ai 25 ans maintenant. Donc ça fait ouais, bien 10 ans que t'as commencé le business en ligne en fait. C'est ça, sans réellement m'en rendre compte hein, au début. C'est ça qui est assez fou en fait dans tout ça, c'est que quand j'ai commencé avec Minecraft, bah, je me suis pas du tout rendu compte que j'allais tomber vraiment dans cette sphère entrepreneuriale en ligne quoi. Euh, et Hmm. donc, bah, le temps passe, donc je revends ce serveur et je décide en fait de me lancer donc dans dropshipping. Un lancement, mais je crois qui a été mais catastrophique, c'est-à-dire que j'ai dû créer peut-être une quinzaine de boutiques avant de faire ma première vente. Ah ouais. Heureusement que j'avais l'argent bah, du coup de mon serveur Minecraft. Donc voilà, je crée plein de boutiques, j'apprends beaucoup, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont beaucoup aidé à cette époque-là. Là, t'avais 18 ans? Ouais, là j'avais 18 ans. J'avais 18 ans et j'étais en première ou terminale, je sais plus, STMG.
pour te dire. Tu vas comprendre l'importance de ce détail-là. Et t'étais dans quelle ville? Parce que t'as dit que t'étais fraîchement arrivé à Paris. Alors j'étais à Rouen. Ok, ok, ok. Ah, bah Rouen, c'est Jérôme aussi. Exactement, tout à fait. Ok, ok. La boucle est bouclée. Ok, ok. Mais ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, en gros, je fais une boutique de bracelets, d'encre de bateau, qui ressemblait un petit peu à la marque Tom Up à l'époque. Ok, je vois. Euh, et, euh, et en fait, ma première journée où je lance mes publicités, je fais 4 ventes. Mais 4 ventes à 10 euros, quoi, tu vois. Et donc, trop content. Donc, il faut aussi rappeler qu'à à cette époque-là, 2017-2018, c'était l'océan. C'est ce qu'on appelle l'océan bleu de Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, tu lançais quasiment n'importe quoi. Tu vendais, hein. Si tu avais un shop qui était plutôt propre, etc. Bah, euh, t'avais pas trop vendu sur les 14 autres shops. ah oui, non, bah non, je te le confirme, mais parce qu'en fait, j'étais en train de me faire la main, j'étais en train de me faire la main sur l'environnement Shopify et avec toutes les stratégies sur Facebook. Aujourd'hui, sur Facebook, c'est 80% le travail qui va se passer sur Facebook, c'est 80% la créative qui va le faire et 20% de stratégie, si on peut dire ça comme ça. À l'époque, c'était plutôt 80% de stratégie et 20% de créative. Choses qui n'ont absolument rien à voir. Et donc, les semaines passent et en fait, bah, cette boutique, elle monte à 500 euros par jour, 1000 euros, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par jour. Waouh. Et pendant tout ce temps-là, en fait, je suis en cours en STMG et je vais pas te mentir, l'école n'a jamais voulu de moi et bonne nouvelle, je n'en voulais pas non plus. Donc voilà, j'étais pas réellement à ma place quand j'étais à l'école, quoi, en fait, hein, tout simplement. T'es fait Et virer. non, je me suis pas fait virer, mais du jour au lendemain, en fait, je me suis levé en plein cours et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ma place, elle est absolument pas ici. Et donc, je rentre chez moi Tu et t'es levé, tu t'es levé. ouais, non, mais je me souviendrai toujours de cette Au image-là. revoir, madame. Mais c'est un peu ça, ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. Et, euh, et donc, je me lève et je pars. Et donc, bah, mon père voit qu'évidemment, j'étais pas en cours et enfin voilà, mon père est un bon père. Euh, Donc dès qu'il voit qu'effectivement bah, j'étais pas en cours, donc je me prends une bonne tarte dans la tronche et je lui dis bah écoute papa, j'ai deux choses à t'annoncer. La première c'est que j'arrête les cours et la deuxième c'est que je prends mon appartement. Bah, alors là comment dire que voilà quoi, ça a été un peu on va dire une tempête qui s'est abattue sur lui parce qu'il s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait quoi tu vois et T'es un peu impulsif. oh totalement T'as un peu le totalement sang chaud. totalement. Non, mais totalement, mais c'est surtout aussi, enfin, il faut remettre le contexte. T'as 18 ans, tu viens de découvrir quelque chose qui te passionne, et en fait, tu perds ton temps en cours, et tu t'imagines pas, en fait, enfin, avoir une place où que ça soit que dans ce que tu fais. Et en fait, en réalité, le temps m'a donné raison. Et donc, je me souviens, donc, c'était à l'année du bac, donc, en fait, du coup, je vais quand même passer mon bac en candidat libre, tout en travaillant à côté sur mes projets. Et depuis, enfin, je regrette absolument pas. Et mon entourage comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi j'ai fait ça. Ok, bah c'est bien, parce que t'as bien réussi, donc t'as pris ton... En fait, t'as senti T'as senti ton chemin, et puis t'as porté tes couilles, j'ai envie de dire. Donc, ok. Et là, t'as trouvé un appartement et t'as emménagé tout seul. C'est ça, j'ai emménagé tout seul. Donc, en fait, j'ai continué cette boutique jusqu'au jour où j'ai eu un premier ban Facebook, donc qui m'a mis dans une situation très, très délicate. T'étais à Euh, 5 cadeilles en plus? ouais, 5 ou 6, ouais, environ. Et Depuis combien de temps? depuis déjà plusieurs mois. Ça faisait déjà peut-être 4, 5 mois. Ah ouais, ouais, donc t'étais déjà à combien? Ça fait combien? 100 000, 200 000, Ah ouais, 300 non, 000? ouais, non, c'était des beaux chiffres, hein. C'était vraiment des beaux chiffres. Et si tu te rappelles de la créa, parce que tu disais que la créa était vraiment éclatée, c'était une photo? Oui, alors je me souviens, c'était des photos et c'était du free plus shipping, donc chose qui est totalement interdite hein, aujourd'hui en France. Mais c'est du free plus shipping. En fait, le produit coûte 0 euros, mais la livraison coûte 9 euros par produit. Donc en fait, ton bénéf Ouais. sur le produit, enfin sur, Je sur les connais, frais de livraison. c'était la mode en 2017-2018. Le formateur, c'était un anglais, c'était pas un... Comment il s'appelait? Je sais plus du tout. Je Mais sais plus du c'est tout. lui, non? Ouais, 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 c'est ça, ça vient de, ouais, c'est une Je crois, il stratégie est qui est, roux? qui est américaine. Mais Non. alors je saurais pas trop trouver le nom, sincèrement. Ok. Moi, c'était la première formation que j'avais vue. C'est Étienne qui me l'avait filé. Je crois que c'est un roux qui s'appelait genre... Oh, je sais plus. Bon, si vous savez, mettez en commentaire, mais j'ai oublié. Ah non, je me souviens pas du tout. Je me souviens pas du tout.
Ouais, free plus shipping, c'était cool parce que tu mettais 9,99 le shipping ou 10 dollars ou 12,99, tu mettais un peu ce que tu voulais. Le produit était à zéro. Et C'est puis, ça. puis les gens. Attends, et oui. Et le truc du free plus shipping, c'est que tu mettais, tu réglais, enfin, tu mettais dans les setups au moins 10 ou 15 différents shipping. Parce que si les gens mettaient 2 produits ou 3 produits ou 4 produits, il fallait que le shipping aussi fasse plus que 12, mais 24, 30, Exactement. etc. Et donc, tu mettais un C'est poids ça. sur tes En fait, produits. Ouais, tu crées peut-être quoi, une quinzaine de méthodes de livraison exact. avec à chaque fois donc le poids pour que le checkout en fait détecte qu'il y ait plusieurs produits et que du coup ça change les frais de livraison. Enfin, Mm. Ouais, ouais. c'était n'importe quoi. Donc tu C'était mettais un n'importe poids, quoi. par exemple, pour ton bracelet à 100 grammes, puis 200, 300, 400 grammes. Enfin, sauf que le checkout, il comprenait quand il y avait 300 grammes dans le truc, il mettait le bon shipping au bon prix. Donc c'était genre 36 dollars au lieu de 12, quoi. C'est Ouais, ça, ouais. exactement, exactement. Ouais, je connais bien cette technique, j'avais testé. Moi, j'avais pas réussi, mais bon. Après, de toute façon, enfin, le dropshipping, c'est, enfin, je pense que j'en suis la preuve même, c'est que quand tu crées presque une dizaine de boutiques et t'as pas de vente, bon bah, enfin, à un moment, t'as envie de te dire, bon bah, j'abandonne, c'est pas fait pour moi. Mais si tu veux, enfin, c'est toujours la manière dont j'ai fonctionné, et je pense on va le comprendre après quand on va parler de ce cup. C'est que quand il n'y a pas d'autre issue que de réussir et tu te laisses pas d'autre choix que de réussir, bah à un moment c'est forcément obligé que ça finisse par marcher un jour ou l'autre, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. T'as pas de plan B. On dit comment c'est quoi la vraie expression? C'est brûler les navires ou un truc comme ça. Mm. Ah ouais, je connais pas du tout. En gros, tu sais, c'est quand tu arrives sur une île et que tu brûles tes bateaux, eh ben, tu peux pas D'accord. retourner au pays, en gros. Donc, Ah oui, d'accord, oui, t'es c'est obligé de exactement continuer. ça. C'est Ouais. exactement ça. Hmm. C'est Bah ouais, clairement parce que ça. là, surtout que si t'avais un loyer à payer, t'as pris des risques, tes parents sûrement qui te faisaient la gueule et tout, bah ouais, Ah mais totalement, c'est exactement ça. C'est ouais. exactement ça. Ok, alors tu peux continuer, là on est en 2017. Ouais. C'est ça, 2017-2018. Et donc le temps passe, donc plusieurs années passent, donc et là je prends un coaching avec Fares Benouiba. Ouais. Alors qui gère toujours d'ailleurs, je crois, le media buying de beaucoup de DNVB qui ont été, enfin qui ont tout explosé littéralement. Je pense Ouais. à FitTrack, il me Lily semble Skin. plus Lilskin aussi, ouais, plus récemment, ouais, tout à fait, et qui lui a littéralement, enfin Fares a littéralement changé ma vie puisque parce que bah, il m'a vraiment appris toutes les méthodes, les vraies stratégies sur Facebook et ça a littéralement changé ma vie. J'ai pas vu un changement sur le moment et sur mes projets actuels, mais peut-être quelques mois plus tard, quand j'ai lancé de nouveaux projets, enfin de nouvelles boutiques, c'est là où j'ai vraiment compris ou quand j'ai appliqué toutes ces méthodes que j'avais apprises, ça a été un game changer de dingue. Ça m'a permis vraiment de casser un plafond de verre. Ouais, tu l'as rencontré quand il a commencé son groupe Facebook, la EMF. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors non, je l'avais connu avant. Je l'avais connu avant sur un autre groupe, je me souviens plus du nom, avec un certain Adrien de Montalembert. Euh, et donc après il y a eu pas mal d'histoires. Donc après il avait créé donc son groupe EMF et on était resté en contact pendant quelques temps. Puis après voilà on s'est perdu de vue. Mais pour moi, enfin, c'est littéralement le mastodonte du media buying en Europe. Euh, c'est incontestable, c'est incontestable. Ouais, très fort. En plus, lui, il a une spé Snapchat aussi. Enfin, Meta, Snapchat Ouais, 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 tout à et fait. autres. Tout à Et fait, tout à fait. attends, juste pour revenir sur les bracelets. euh, donc là, c'était ton shop bracelet avec un produit ou t'avais plusieurs couleurs ou J'avais juste plusieurs couleurs. J'avais pas plusieurs produits, j'avais juste plusieurs couleurs, mais pas d'autres produits comme des colliers ou autres. Et ce site, c'était un généraliste ou c'était vraiment un monoproduit? Un monoproduit, vraiment, vraiment axé monoproduit. Mm. Ok. Et tu te rappelles du thème que tu utilisais? Le thème que j'utilisais, putain, très bonne question. Ah, putain, c'était il y a 6 ans. Non, je me Hmm. souviens plus. Je me souviens plus qu'est-ce qui était tendance comme thème. Qu'est-ce que t'avais? T'avais un thème qui était connu, mais qui l'est toujours. De Buybox. Non, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Ok. Et tu te souviens du ROS que t'avais? En termes de ROS, ben, c'était pas trop dégueulasse. J'avais peut-être du 2,5, 3. C'était plutôt correct. Très bien, ouais. Et c'était en France. C'était en France, uniquement en France, tout à fait. Ok, ok.
Tout à fait. Ah, je viens de te retrouver le thème. Alors, de mémoire, c'était le thème turbo à l'époque. Oui, ah oui, il était bien Le thème celui-là. que tout le Il monde était un peu. utilisait par excellence. Ouais, moi j'avais début, mais les gens avaient Turbo, je me souviens. Donc t'étais dans le groupe Ecom Millionnaire, Ecom Millionnaire, ça me dit rien. le groupe Facebook. Ok, ok. Ça me dit rien, non, ça me dit rien. Ok, donc là t'avais fait bon, des milliers et des milliers. Tu te rappelles après du CA avant de rencontrer Fares? J'avais dû faire 500 environ Ok, avant de rencontrer Fares. Et donc après, bah, j'ai eu mon ban Facebook, du coup, après, qui m'a quand même pas mal stoppé. Et après, j'ai recréé en fait plusieurs boutiques pendant peut-être 6 mois qu'on pas vraiment pris, où ça a été assez compliqué. Et après, voilà, pendant plusieurs années, en fait, si tu veux, j'ai vraiment stagné sur le dropshipping, créer des boutiques en masse, testing en masse, les scaler, etc. Et jusqu'à 2021, où 2021, ça a été un tournant qui a été assez important, je pense, dans ma vie entrepreneuriale où c'est là où j'ai décidé en fait de créer, si tu veux, Zivren Lab. Donc Zivren Lab qui avait pour but en fait de base c'était une agence pour les e-commerçants, donc agence de media buying, création de contenu. Et à côté on avait en fait deux pôles. Si on avait le pôle agence et on avait un pôle e-commerce où en fait on avait bah, cette fameuse marque SoCup. Et donc à cette période-là, donc on est dans la période des NFT où beaucoup de gens recherchaient des média buyers pour leurs projets NFT. Et en fait, on nous attendait sur ce créneau-là. Donc dès qu'on a monté l'agence, donc quand je dis qu'on a monté l'agence, c'est-à-dire vraiment qu'on a pris des locaux, j'ai pris des salariés, on y est vraiment allé à fond, quoi. Et, euh, et donc ce qui se passe, c'est que bah, pendant 6 mois, on gère les publicités de plusieurs projets NFT. Chose auquel je m'attendais pas du tout à faire en fait en réalité. Et donc ça a été assez perturbant pour moi parce que bah, je pensais vraiment rester vraiment que dans cette sphère e-commerce. Et en réalité, bah, ça n'a pas du tout été le cas. Et à côté, on était tellement débordé par la demande en NFT que du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait déjà commandé des stocks pour SoCup. Pour SoCup, donc pour ceux qui ne savent pas, SoCup, euh, c'est euh, c'est une marque à moi, donc enfin la vraie marque qu'on a créée, qui est devenue la marque de chaussettes numéro un en France. Enfin, qui était la marque de chaussettes numéro un en France. Et donc on avait commencé à commander les premiers stocks et bah, en fait on était tellement pris par les projets NFT que on a mis donc le stock de ce cup un peu de côté jusqu'au jour où les NFT se pètent la gueule et on se retrouve avec bah, plus aucun contrat du coup puisqu'en fait on a pris ce qu'on avait à prendre sur les NFT et donc c'est là où on se dit bah, qu'il est temps de se focus sur ce cup. Donc ce cap, faut savoir qu'au début, ça a été un flop, mais monumental. Je crois que j'ai perdu avec ce cap enfin, la boîte a perdu plus de 170 000 euros, que ah ça ouais, soit quand en même. publicité. Ouais, ça fait mal. Et Que t'as ça soit en... continué. J'ai continué. Ouais, j'ai continué parce que je sais pas. Bah, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de plan B. Il n'y a pas le choix que ça marche. Et donc j'en suis même venu à une situation qui a été quand même très très critique où bah, enfin, je vivais très très bien et je suis passé donc d'un train de vie plutôt confortable à une vie où je me dis mais qu'est-ce que je vais bouffer demain? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire? J'en étais vraiment arrivé là et ça m'a appris une leçon, c'est que je crois que quand on se lance dans l'entrepreneuriat et peu importe son projet, je crois qu'à partir du moment où on n'est pas prêt à tout perdre, et quand je dis tout perdre, c'est son argent évidemment, ses amis, son entourage, son confort de vie, bah, en fait je crois qu'il faut absolument pas se lancer et que t'es absolument pas prêt. Par contre, si t'es prêt à tout perdre pour ton projet, let's go, fonce, c'est le moment. Euh, mais, euh, mais voilà. Et donc j'en viens à cette situation très délicate et je me dis bon, il faut que j'aille chercher de l'argent quelque part. Et, euh, et donc je revois Walid, donc Walid Mostafi. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un ancien de mes élèves aussi que j'avais en consulting, avec qui voilà on se connaît depuis presque 7 ans et qui a toujours cru en moi, et j'ai toujours cru en lui, enfin qui est littéralement c'est une machine de guerre. Tout ce qu'il entreprend c'est successful, enfin c'est un truc de dingue. Et donc il m'a dit, écoute, bah moi je suis prêt à rejoindre Zebra Lab. Et donc il est rentré dans notre société. Donc il a fait une bonne affaire dans le sens où il est rentré à 20 000 euros.
Il est rentré à 20 000 euros pour 20%. Et avec ces 20 000 euros là, on a réussi à tout corriger chez SoCup, tout ce qui n'allait pas. Donc c'était principalement en fait notre ligne créative liée à nos publicités, hein, en fait en réalité c'était l'angle marketing qu'on donnait à nos publicités qui n'était pas bon. Donc c'était un investisseur qui était passif. Et en fait avec 20 000 euros, et ben c'est simple, d'un mois à un autre on est passé de 40 000 à jusqu'à des 400 000 euros, par mois avec SoCup. Et c'était vraiment l'élément déclencheur, c'était uniquement ces 20 000 euros là qui nous ont permis de faire ce que SoCup était à l'époque. Ça a été une histoire de dingue. SoCup, il faut savoir que SoCup, on a déménagé parce que donc c'était pas du dropshipping, hein, je précise. Moi maintenant, je fais vraiment plus de dropshipping. Enfin voilà, je pense qu'à un moment, il faut aussi tourner la page et construire son avenir. Et construire son avenir, c'est pas avoir des boutiques de dropshipping. Enfin, du moins, c'est mon avis. C'est de construire de vrais DNVB, de vraies marques. Et donc le temps passe et on a déménagé donc près de 4 fois d'entrepôt entre 2021 et 2024, tellement notre croissance était grande. On avait une croissance qui était tellement forte que ça c'est devenu même un problème par la suite, puisque bah, on arrive à faire une croissance où on contrôle plus rien. Et ça a été vraiment très très galère. Euh, et donc, euh, et donc le temps passe et en fait donc on finit par s'ouvrir à de nouveaux marchés. Donc on a vendu chez Kiabi, on allait rentrer chez Printemps. On a fait des ventes privées chez Shoes. D'ailleurs Shoes enfin ça c'est franchement je crois que c'est l'un des plus gros tips que je peux donner. C'est que travaillez avec Shoes, faites des ventes privées chez Shoes. Shoes c'est une machine à cash mais qui est hallucinante. Avec Shoes on a vendu parfois on faisait des journées à plus de 60 000 à 70 000 euros par jour en vendant des chaussettes. Et ils ont une forme de frappe qui est géniale. Donc en fait, si tu veux, Fred, c'est un peu comme une application type showroom privé, VP, mais en beaucoup plus moderne et ils mettent une vraie claque à tous ces anciens des ventes privées comme showroom privé et VP. Donc voilà. Et donc après donc on a rejoint les marketplaces. Donc on se connectait au marketplace grâce à Miracle grâce à Miracle tout simplement. Donc on est rentré chez Leclerc, Carrefour. Donc on a eu vraiment pas mal de contacts assez rapidement pour devenir vraiment une marque multicanal. Et c'était l'un des tremplins pour SoCup. Et même c'est d'autant plus gratifiant en fait de voir ces produits en magasin ou encore en ligne sur des sites comme Kiabi. Kiabi, il faut le rappeler, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'année. C'est l'une des plus grosses masses, hein, c'est l'une des marques de vêtements qui vend le plus en France ou si je m'abuse en Europe, je sais plus exactement. Et, euh, et voilà. T'es avec moi, Fred, ou? Ouais, ouais, bien sûr, je suis en train Ouais, de ok, t'écouter, ouais. ok, ok. Bon, t'es allé assez vite, donc on va revenir sur quelques points. Notamment, bah, quand tu parlais d'NFT, je pense que ça c'est plutôt du 2023. Et on a zappé toute une partie en fait où tu faisais des sites en masse avant de rencontrer, je pense, ou en rencontrant, mince, comment il s'appelle, Fares. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais, j'aimerais bien revenir là-dessus. Quand tu testais plein de sites en masse, est-ce que tu faisais beaucoup de Facebook Ads ou tu m'as dit que t'étais ban, donc est-ce que tu t'essayais d'autres techniques genre Snapchat, Pinterest, TikTok? Enfin, il n'y avait même pas trop TikTok encore. Est-ce que tu faisais du Google? Est-ce que tu testais à chaque fois les mêmes techniques et juste des produits différents? Alors, je faisais uniquement du Facebook Ads et du Snapchat de temps en temps. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais même pas encore cette idée de me dire je vais faire du Google. Alors que maintenant, aujourd'hui, ça me paraît essentiel. Ok. Et est-ce que du coup, quand ton méta il s'est fait ban, t'as réussi à le déban ou t'as réussi à... Comment t'as Oui, fait j'ai pour... réussi à le déban. J'ai réussi à le déban plusieurs fois. Euh, enfin, faut littéralement les harceler, hein. Aujourd'hui, je sais plus trop enfin, je vois pas trop comment ça peut se passer parce que j'ai plus ces problèmes-là. Mais à l'époque, oui, quand tu perdais ton compte Facebook, c'était le drame. C'était le drame. Et puis à une certaine année, alors je sais plus exactement laquelle, à une certaine année, enfin, ils ont fait un énorme tri parce qu'ils voulaient plus de dropshipping hein, sur Facebook. Et tous les comptes sautaient tous un par un. Enfin, c'était horrible. Ouais, ouais, je sais. Et à l'époque, il y avait aussi le support, tu pouvais leur parler en chat. Et là, quand tu les harcelais, ça, tu pouvais obtenir des choses. Maintenant, je crois qu'il n'y a même plus le chat, si je crois bien, hein. Il me semble que si, à vérifier, à vérifier. Je touche du bois, j'ai jamais eu à les recontacter pour quelconque problème,
Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais plutôt actif. Aujourd'hui, je sais pas du tout ce qu'il en est. Ouais, bah moi, ils m'ont ban le profil Facebook quand j'étais en train de scaler, je faisais 140 000 jours quand ils m'ont Ah ban, ouais, donc sympa. ils m'ont ban alors que j'aurais pu changer ma vie. J'ai pas fait assez longtemps 140 000 jours pour que ça soit intéressant, quoi. Et ouais, ils m'ont ban et après, bah, même si je harcelais, ils ont jamais rien voulu savoir. Mais c'est vrai Du que coup, c'est chiant. le service client chez Facebook, enfin, ça a toujours été une cata. Et en fait, c'est quand même fou parce qu'on se dit que bah, quand tu as un e-commerce, Facebook, c'est une machine à fric, hein, ça consomme énormément. Et on sait, enfin, je crois que personne s'est jamais réellement senti estimé à la juste hauteur de ce qui devrait être. Euh, Surtout quand tu vois les dépenses qu'on fait chez eux, quoi. Ouais. Bon. Ok, donc t'as réussi à débloquer et donc t'as jamais acheté dans ta vie un autre compte, quoi, ou un compte agence ou quoi? Non, 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 jamais, jamais, jamais. Ok. Et quand tu testais des produits à l'appel, est-ce que tu te souviens un peu des produits que tu testais juste et ceux qui ont réussi par curiosité? Alors, alors, tout ce que je testais, non, mais je peux dire ceux qui ont pas mal réussi, c'était donc des têtes d'oreiller en soie. J'étais l'un des premiers en France à lancer la broderie diamant, Ok. qui avait très très bien marché, la broderie Ah, diamant. broderie diamant, je me rappelle ce que c'est un peu un petit jeu ludique. Ouais, ok. C'est ça, un peu comme la peinture numérotée. Ouais, voilà, exact. Ouais, ok. Un peu comme la peinture numérotée. J'avais vendu ça pendant le confinement et ça avait cartonné. J'avais fait des beaux chiffres qui m'ont valu un contrôle fiscal d'ailleurs. Et ça, c'était vraiment les top 3 de mes produits qui ont vraiment fonctionné, qui ont changé ma vie. Ok, Sans confinement, compter ça c'est 2020, ça. 2020, ouais, tout à fait. Ça, moi, Mm. c'est quelque chose qui a changé ma vie. Moi, j'ai adoré le confinement. Ok. Et les tais en soie, donc les tais d'oreiller en soie, c'était avant. C'est ce que Lily Skin fait d'ailleurs maintenant. Oui, tout C'est à ça, fait. tu faisais ça avant 2020? Alors, non, j'ai fait ça entre 2020 et 2021. Ok. Ouais, ça doit être ça. Et donc ton gros winner, les bracelets avec les encres, dès que tu t'es fait ban, t'as arrêté du coup. Oui, j'ai arrêté directement. J'avais Ok. plus de solution jusqu'à ce qu'il réactive mon compte, mais le produit était épuisé, il avait été repris par tout le monde. Euh, donc, euh, Ok. donc après, voilà, j'ai enchaîné les boutiques en fait, hein, comme je te disais. Donc après, il y a eu les thés d'oreiller en soie, les broderies diamants, les peintures numérotées, Hmm. jusqu'à arriver sur les chaussettes. Est-ce que t'as pas fait, toi, par hasard, je pense, je te vois bien là-dessus, l'espèce de puzzle avec des têtes de lion et tout? Non, alors ça, je l'avais pas fait. Je l'avais pas fait. Ok. Mais Ça je vois de quoi ressemble, c'est tu le même parles. délire. Oui, en vrai, on est sur la même audience. Ok, et là, donc, Fares, il t'aidait. Est-ce que tu mettais un peu de Google Ads en parallèle? Alors oui, j'ai toujours mis du Google Ads sur les broderies diamants et les têtes d'oreiller en soie. Les têtes d'oreiller en soie, c'était principalement ma source d'acquisition, d'ailleurs, Google Ads. Mais là, pour le coup, Fares n'était plus du tout avec moi. Ok, intéressant, intéressant. Et tu faisais des coachings en parallèle, alors, parce que Jérôme, je pense que tu l'as aidé en 2000... attends, en 2020 ou 2019, je sais plus. Je sais plus, 2019, il me semble. Ok. Et là, t'avais 2019. déjà eu une trentaine, voire soixantaine d'élèves. Alors non, 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 aujourd'hui oui, en 2024 on est environ à une soixantaine d'élèves, oui. Mais non, à cette période-là, Jérôme a été l'un des premiers. Avant donc j'avais eu Marie-Charlotte, qui était quelqu'un que j'ai rencontré sur un groupe Facebook, d'Isabelle Nguyen à l'époque, je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, bien sûr, broqueuse, C'est broqueuse ça, tout à fait. Brokeuse de de... shop, qui gérait le groupe Ecomel. Et que je remercie d'ailleurs parce elle a toujours cru en moi et elle m'avait à l'époque énormément mis en avant et c'est vraiment une super personne. Donc Isabelle, si tu passes par là, un grand merci. Et ça m'a permis en fait, si tu veux, quand j'accompagnais des gens, de vraiment comprendre les vraies problématiques que les commerçants avaient et que moi aussi j'avais en fait en réalité, parce que j'estime qu'en fait tu peux pas être un bon coach si toi-même tu ne vis pas ce que tes clients vivent. Donc si tu veux, pour moi, uniquement les gens qui font du consulting ou du coaching, je comprends même pas comment tu peux être légitime de parler de quoi que ce soit, peu importe ton expérience, dans le sens où si tu veux, tu dois avoir les deux pieds dedans, on va dire, pour eh bien pour comprendre les problématiques de demain de tes élèves, quoi, en fait, tu vois. Donc donc le coaching pour moi n'a jamais été un business, ça a toujours été un plus à côté. Parce que bah, à côté j'avais tout simplement mes boutiques qui fonctionnaient très bien, quoi. Ouais, ouais, bien sûr.
Et du coup, Isabelle, je pense que je vais l'inviter. Tu m'as fait penser, je vais l'inviter dans le podcast. Sûrement qu'elle sera intéressée de participer. Totalement. Walid aussi, je pourrais l'inviter parce que je le connais. Je l'avais déjà rencontré une fois à Paris quand il y a eu un événement. Mhm. À l'époque, il vendait des gaines amincissantes. Là, c'était C'est ça, Slimies, ouais, tout à Slimies. fait. Ouais. Tout à fait, Slimies. J'ai déjà invité Ryan. Il viendra sûrement, mais plutôt vers le Q1 parce que là, il est occupé. Bien sûr. Ok, et comment tu faisais en fait pour trouver tes élèves? Est-ce que tu avais genre des réseaux sociaux où tu étais assez connu ou tu postais dans les groupes? Alors, j'ai un compte Instagram où, à l'époque, j'étais pas mal suivi. Ok. Donc qui me permettait de trouver pas mal de clients. Et à la fois aussi les groupes Facebook, les webinars, en aidant aussi les gens. En aidant les gens, si tu veux, je l'ai toujours fait de manière, enfin sans arrière-pensée de je vais vendre un consulting, dans le sens où bah, quand j'étais gamin, on m'a beaucoup aidé et je me sentais aussi redevable de transmettre, enfin de retransmettre le savoir qu'on m'avait donné, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et ça coûtait combien un coaching avec toi? C'était sur un mois, 2 mois, 3 mois? Ça dépendait, ça allait de. Alors moi j'avais une offre qui était très claire. C'était en moyenne entre 2000, ça allait de 2000 euros à 7000 euros, euh, qui dépendait en fait de ce que tu voulais dans les formules. Il n'y avait pas de notion de temps dans mes consultings. C'est-à-dire qu'en fait je te lâche pas tant que tu ne fais pas, tant que tu n'arrives pas à dégager un SMIC par mois, je ne te lâche pas. À la fois je n'avais pas non plus 15 000 élèves. Donc à partir de là, voilà, j'avais une promesse qui était assez forte, qui était qu'il n'y avait pas de durée dans le temps et que je t'accompagnais tant qu'il fallait. Ok, ouais, c'est assez risqué ça, parce qu'imagine le mec il y arrive pas pendant 3 ans. Alors, s'il n'y arrive pas pendant 3 ans, généralement, il va baisser les bras avant, mais c'est pas le but, quoi. C'est pas le but. Après, évidemment, de manière raisonnable, hein. De manière raisonnable. Ok. Et tes élèves, ils ont réussi à dégager des gros SMIC? Oui, oui, oui. Mais c'est plus que des grosses mics. T'en as certains, ouais, qui ont réussi, enfin, qui font d'ailleurs toujours des 5, 6 000, 10 000, 15 000 par mois. Tout comme t'en as certains qui n'ont pas réussi, hein. Après, acheter un consulting, c'est pas acheter sa réussite. C'est énormément de travail derrière qu'il faut. Euh, mais pas un travail acharné pendant 3 semaines. C'est un travail, enfin, pour moi, c'est comme une sorte de marathon. Et ce marathon-là, en fait, il doit durer un sacré temps dans le sens où t'as beaucoup de gens qui sont ultra motivés au début. Donc, ils vont faire que travailler pendant un mois. Et puis après, plus rien. Ça, c'est ce que je disais toujours à tout le monde. Je dis, mais économisez-vous, économisez votre énergie. Ça sert à rien de vous écurer et de vous mettre à fond dans quelque chose. C'est pour abandonner dans 3 semaines, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, bah, c'est comme dans le sport, hein. Tu peux aller 5 fois par semaine à la gym, mais après 4 mois, 5 mois, est-ce que tu feras toujours 5 fois par semaine? Je pense pas, C'est exactement ça. vaut mieux avoir un rythme où tu restes toute ta vie à 2 ou 3 fois par semaine. Parce qu'en fait, t'es vite fatigué, hein. Tu peux avoir 5 mois de motivation, mais est-ce que tu auras 2 ans de motivation? Non, c'est C'est complètement ça. différent. Ouais. Ok. Exactement. Et là, tu fais toujours des consultings? Ton Instagram, il est toujours brandé et tout? Alors, il est plus du tout brandé, maintenant, c'est plus ma vie personnelle, on va dire. Mais il est toujours public, c'est Mathis, Mathis, PLD. Et voilà, parfois je partage quelques tips business et ma vie de manière plus générale. Mais je cherche pas particulièrement à vendre de consulting. Euh, Après, oui, parfois quand j'ai des demandes, bah, j'y réponds, bien sûr. Mais voilà, comme je t'ai dit, c'est vraiment pas mon business premier. Je veux absolument pas que ça le devienne. Ok. Et est-ce que tu postais à l'époque sur Instagram genre des gros dashboards Shopify? C'est ça qui attirait les gens? Bah, bien sûr, qui ne l'a pas fait? Qui ne l'a pas fait? Ok. Mais oui, oui, oui. C'est quoi ton plus gros dashboard? T'as déjà montré des dashboards à combien par jour, combien par mois et année? Alors, le plus gros dashboard que j'ai vu par jour, donc c'est celui d'un de mes clients, qui était à 185 000 euros à midi pendant un Black Friday. Donc j'ai trouvé que ça plutôt pas mal. Et après, sur une année, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu 10 millions. Ok, mais c'était combien, il a fini combien la journée? Il a fini la journée à plus de 400 000 euros. Waouh, Ouais, non, j'ai c'est jamais énorme. vu ça. C'était quoi comme C'est produit? hallucinant. Je le dirais pas par respect pour mon client, mais non, c'était costaud. Incroyable. Tu pourras lui demander s'il a envie de passer en podcast. Là, c'est intéressant ça. Avec plaisir, je lui demanderai. Je lui demanderai. Ok, merci beaucoup. Et mais non, mais toi, tes dashboards à toi. Alors, mes dashboards à moi, la plus grosse journée que j'ai faite, je crois que c'était 95 000 euros sur une journée, donc pareil, Black Friday.
Après, on avait fait aussi une très bonne journée. On avait fait enfin, j'ai eu beaucoup de journées, si tu veux, en fait, où je faisais des 40 000, 50 000 euros plusieurs fois dans l'année, sans qu'il y ait on va dire, d'événements particuliers. Ça n'est que des ventes privées sur, par exemple, des showrooms privés, VP, Shoes aussi, qui nous a énormément propulsé. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu, après, sur l'année, le maximum que j'ai eu, c'était 3 millions. Waouh, bien, bravo. Et au total, dans ta vie, t'as fait combien, tu penses? Je sais pas du tout. Je saurais pas te dire. Plusieurs millions, ça c'est sûr. Mais je saurais pas te le dire exactement, sincèrement. Ok, bon, incroyable. Quel gros poisson français. Ah, Mathis, le gros poisson en France. Ok, non, donc c'est cool. il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, ils passeront dans le podcast alors. Ok, et quand tu testais en masse, est-ce que tu avais une équipe ou c'est toi qui faisais tout à la main? Alors j'avais uniquement une équipe pour faire tout ce qui était l'aspect graphique, parce que j'ai toujours été nul en créativité. Donc j'avais une petite équipe enfin un freelance hein, qui gérait tout ce qui va être les sliders, le logo, les images produits. Et à côté j'avais une autre équipe qui était des équipes de monteurs, de montage vidéo. Ok, et les produits, tu les trouvais sur AdSpy à l'époque ou c'était déjà C'est Minéa ça, ou c'était quoi? AdSpy, ouais. Ouais. J'ai toujours été team AdSpy, moi. Ok. Et, et tu cherchais aux États-Unis ou comment tu faisais? C'était quoi ta technique pour trouver un winner? Franchement, je cherchais partout. Je regardais les publicités qui tournaient le plus longtemps sur un mois. C'était uniquement les seuls critères que je mettais. Puis après, je scrollais jusqu'à tomber sur le produit qui m'inspirait, quoi. Ok, notamment les diamants. Comment ça s'appelle? Tu m'as dit, La c'était quoi? broderie diamant, c'est ça. Alors, j'ai jamais été Ouais. inspiré par la broderie diamant, mais j'y voyais vraiment un fort potentiel. Mais et c'est vrai que cette niche, je l'ai quand même bien exploitée. Alors aujourd'hui, je sais pas du tout ce que ça vaut, tiens, aujourd'hui. Mais j'avais peut-être créé peut-être ouais, 7-8 boutiques liées à la broderie diamant. Et en fait, si tu veux, je m'auto-concurrençais, ce qui me permettait de prendre quasiment tout le marché en fait en réalité. Ok, ouais, ça c'est une stratégie que peu de gens font. J'avais déjà entendu, bah, Étienne à l'époque il avait fait deux sites qui avaient les mêmes produits. En fait, il avait deux sites concurrents. C'est ça. Mais ça demande Euh, énormément de temps. mais toi, 7 sites sur la broderie diamant, bah dis donc, il y en avait en SEO ou c'était que Meta Ads? Comment tu C'était faisais? que du Meta, que du Google et que du Pinterest. Ok, et là il s'auto-concurrence, donc tu prenais tout le marché quoi. C'est ça. Tu prenais, ouais, les 80% du marché. Marché français. Marché français, toujours. Ok, super intéressant. Donc on a fait le tour, je pense, sur les. T'as pas d'autres produits? Tu te rappelles des gros flops que t'as eu Les gros flops que j'ai eu un sérum à base d'or, enfin à base d'or, à base de feuilles d'or, qui a été un gros flop. Et ce qui a été un gros flop, surtout, ça a été ce cup au début. Les chaussettes, tout le monde me regardait en me disant, mais tu vas quand même pas vendre des chaussettes. Et pourtant, si. On a fait plusieurs millions avec des chaussettes, mais non, après, je t'avoue que je me souviens plus. Je passe très vite à d'autres produits. Enfin, je passais très vite à d'autres produits. Ok, et juste je voulais revenir sur un point quand même. Quand tu faisais par exemple les têtes d'oreiller et la broderie diamant, tes créas, c'était quoi? C'était du ad spy américain remonté? Oui, c'est ça, exactement. C'était exactement ça. Et ça, c'était full dropshipping. Full dropshipping. Ok, ok. Bon, on voit le type d'ads. T'avais jamais créé toi-même des ads J'en avais commandé à des gens qui, bah, eux, en fait, allaient sourcer des vidéos et ensuite les modifier pour les brander, etc. Mais non, non, non. Ok, très clair. Et Fares, il est arrivé quand dans tout ça? Parce que tu nous as pas trop raconté en fait le changement, parce que tu avais commencé à raconter qu'il t'avait un peu changé la vie, parce que c'est Tout un à fait. GOAT. Bah, tu peux revenir sur ce point, je pense. Fares, c'était je sais plus exactement, 2018-2019. Et en fait, dès que il y a eu donc le après Fares où j'ai eu donc en fait j'ai testé pas mal de produits qui ont échoué jusqu'à en fait avoir la broderie diamant et après en fait j'ai appliqué donc tous les conseils qu'il m'a donnés sur la broderie diamant et c'est ce qui fait que ça a fonctionné quoi. Ouais, mais attends, je viens de me dire un truc. En fait, tu vois, quand t'avais 7 sites qui se concurrencent
t'avais un seul meta ads et tu mettais 7 sites sur le même, ou t'avais 7 meta ads en fait? Non, je mettais tout sur le même. Et puis, mais les CPM et les ads, c'était les mêmes? Attends, je comprends Ah oui, pas. oui, c'était exactement les mêmes. En fait, si tu veux, j'avais un ad account avec plusieurs comptes publicitaires et un compte publicitaire est égal à une boutique. Et oui, j'avais des CPM qui étaient similaires, des résultats qui étaient similaires. Mais si tu veux, en fait, je réfléchis de la manière suivante, c'est que je voulais prendre le maximum d'emplacements publicitaires que Facebook allait proposer aux gens qui étaient intéressés par l'abonnement. Ouais, ok. C'est juste que les CPM, en fait, ils montent comme tu t'auto-concurrences, mais Exactement, ça a bien fonctionné, quoi. Ouais, ok. exactement. Hmm. Ok. Donc passons à, je pense, après, la création de SockUp, qui est super intéressante. C'était Tout en à quelle fait. année? Alors, ce cap, c'était créé en 2021. Ok. Et au début, donc tu perds 120 000 euros sur combien de mois? C'était très rapide, sur 3 mois. Ah oui, ouais, t'as dépensé, c'est quoi? C'est en ads, en stock? En ads, en stock, en testing, en UGC. Les UGC coûtent de plus en plus cher. La création de contenu principalement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu, bah, c'est pareil, bah, les bureaux à payer, les salaires à payer. Enfin voilà quoi, des dépenses que tout le monde a dans l'e-commerce. Sauf que nous, on s'est un petit peu emballé. Pareil sur le site, on avait dépensé plusieurs milliers d'euros sur notre site. Donc c'était assez costaud, ouais, mine de rien. Ouais. Et pour ceux qui connaissent pas la marque, du coup, tu pourrais raconter un peu le concept. Moi, je sais qu'il y a une petite languette derrière, très très jolie, parce que j'ai Alors reçu c'est tes ça, produits donc là. Mm. c'est très simple, on n'a pas réinventé la roue, hein. C'est des chaussettes avec des chaussettes classiques avec des languettes et un petit élastique au milieu de la chaussette qui fait qu'en fait la chaussette évite de tomber dans la chaussure. Et avec la petite languette, donc sur la petite languette, en fait, tu vas avoir des petits cœurs, tu vas avoir plein d'icônes qui apportent une touche assez fun à ta tenue et qui en fait te protège des frottements avec ta chaussure, donc des ampoules, des rougeurs, tout ce genre de choses désagréables qu'on a tous connues. Et oui, moi-même, j'ai une ampoule là derrière. En fait, ma chaussure de sport, elle a commencé à faire un trou, et je sais pas, il y a pile poil derrière, là où il y a ta languette. Ça commence à faire mal. C'est assez chiant, ouais. Donc c'est cool que tu aies une languette. Et est-ce que t'as testé des languettes genre astro, tu sais, les 12 signes astrologiques par exemple, ou c'est que des Mais petites icônes emoji? alors, avant qu'on soit en redressement judiciaire, c'est, euh, c'était l'une des collections qu'on voulait sortir. Mais on a eu quoi? On a fait beaucoup de choses. On a fait quoi? On a fait des sushis, on a fait des chiens, des chats, des cœurs. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Enfin, on avait plus de 500 modèles différents. Donc, je vais pas tous te les citer, mais c'est vrai que les signes astro, c'était le truc qu'on voulait absolument faire. Ouais, je pense que c'est intéressant parce que comme ça les gens ils ont, c'est comme un tatouage en fait. Ah, mais Ils c'est ça, ont, c'est ouais, exactement ça. ils mettent un petit message sur leur chaussette. Les gens ils font ah toi t'es balance. J'adore les balances. C'est un moyen de flirter aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, celle avec le cœur, je les ai donnés à ma sœur. Parce que tu m'avais envoyé des produits, au final, on n'avait pas fait Oui, la c'est vrai qu'on n'avait création, pas fait les tournages, ouais, tout à fait. les Je me souviens, tournages, je me souviens. mais j'avais. Donc j'ai les chaussettes chez moi, elles sont super mignonnes, elles sont trop cool. Ok. Donc là, bah, parle-nous du début de SoCup, les difficultés, combien tu avais de salariés, et ensuite, donc comment tu as redressé. Il me semble, avec les 20 000 euros de Walid, tu as réussi à redresser, tu peux nous raconter un peu ça? C'est ça, tout à fait. Donc en fait, à partir de 20 000 euros, on a revu toute notre stratégie publicitaire. Et en fait, la réalité, c'était la chose en fait qui n'allait pas, c'était pas le produit, c'était pas tout ça, c'était la manière dont on s'adressait en fait à notre audience, qui n'était absolument pas la bonne. On mettait pas du tout assez en avant en fait tous les problèmes qu'on pouvait régler avec ces fameuses chaussettes et à la fois on connaissait pas notre audience en fait et donc on n'avait pas du tout le bon discours marketing. Jusqu'à, à force de tester, on finit par trouver l'angle qui marche. Il n'y a pas de secret. Et donc, d'un mois à un autre, c'est là où ça a commencé à très très bien marcher. Au point où donc on était 2 salariés. On est monté jusqu'à, alors de mémoire, je me souviens plus exactement, mais on est monté jusqu'à 7 salariés. Et donc on avait 2 pôles. Donc on avait un pôle logistique, parce qu'il faut savoir qu'on gérait notre logistique nous-mêmes. Ça, c'était vraiment un point d'honneur que j'ai mis parce que je voulais vraiment qu'il y ait une expérience client où quand tu commandes ton produit, en 2 jours, il est chez toi. Et on a apporté une grande importance à nos clients dans le sens où on leur mettait un petit mot, tous les préparateurs de commandes mettaient un petit mot manuscrit avec le prénom de la personne à chaque fois dans chaque commande.
Enfin, on était vraiment très très attachés à la relation qu'on avait avec nos clients et ils nous le rendaient fois 1000 avec leur fidélité. Donc le temps avant, donc de base, si tu veux, en fait, on était dans des petits bureaux. On avait une sorte de sous-sol où on préparait les commandes, et un jour, bah, c'était plus possible en fait de rester dans ces bureaux-là, on n'avait plus de place. Et donc, je loue à un ami un local qui faisait peut-être quoi, peut-être 80 mètres carrés. Et les mois passent et ça cartonne. Vraiment, enfin, à ce moment-là, on fait près de 80 000 euros par mois. Donc, c'est des chiffres qui sont voilà, plus ou moins corrects. Dans cet entrepôt-là, je m'en souviendrai toujours, l'entrepôt de 80 mètres carrés, quand on déménage, donc on reçoit de plus en plus de stock, hein, bien évidemment. À un moment, tu pouvais même plus rentrer dans l'entrepôt. Et en fait, il y avait tellement de cartons partout. C'était mais un bordel, mais un bordel bien organisé, mais un bordel pas possible. Euh, et, euh, et ouais, on a même pu rentrer dans le bureau tellement il y avait de paires de chaussettes. Je crois que c'était pas qu'on avait plus de 300 000 paires de chaussettes en stock. Et donc c'est là où je prends la décision de déménager. Et donc on déménage dans un nouvel entrepôt qui lui est beaucoup plus propice à la logistique. Donc dans un entrepôt de mémoire de 260 mètres carrés, donc avec une partie bureau pour les équipes marketing et une autre partie logistique. Et donc c'est à ce moment-là où Thibaut, donc qui était mon responsable logistique, qui est quelqu'un qui est juste formidable. Vraiment c'est quelqu'un enfin on rêve tous d'avoir un Thibaut si tu veux dans notre société. Et donc lui a géré donc en fait toutes les équipes logistiques et qui m'a été d'une aide incroyable. Et sans lui, ce cap n'aurait pas été ce qu'il est. Et, euh, et voilà. Voilà, voilà. Et donc, par la suite, on expédiait près de, entre 300 et 400 commandes par jour. Et donc, à partir de ce moment-là où on a déménagé, on est monté à plus de 150 000 euros, entre 150 000 et 200 000 euros, tout dépend des mois, de chiffre d'affaires. Ok, et tous ces entrepôts, ils étaient à Rouen, c'est ça? C'est ça, à Rouen, tout à fait. Mhm. Et comment c'est? Parce que moi, j'ai jamais fait de stock. Comment ça se passe quand tu vas à la poste avec 300 commandes? Est-ce que tu viens avec deux sacs de sport, enfin deux, trois cartons? Comment tu fais? Alors, à l'époque, c'est nous qui allons à la poste avec des bacs en fait qui te donnent des bacs ou des sacs La Poste où en fait bah tu tries en fonction du poids ou en fonction de la méthode d'expédition. Tu fais comme ils te demandent et après en fait tu vas les déposer à la poste. Et avec le temps, maintenant c'est la poste qui venait à nous. C'était plus nous qui allons à la poste parce que les quantités étaient tellement importantes qu'on n'avait plus les moyens. Donc en fait, tu peux payer un service à la poste où en fait ils viennent récupérer tes colis tous les jours à 15 heures par exemple. Ok, donc tous les jours, quotidiennement, ils viennent avec une camionnette jaune et, C'est ça, euh, tout à fait. et ils te prennent tous tes colis. Et ça se passe bien avec eux, tout s'est bien passé, c'est cher, c'est comment? C'est très cher. C'est très cher. Le service est pas au top. Enfin, moi, je sais que j'ai pas été réellement satisfait. Alors, Colissimo, pour moi, Colissimo, c'est vraiment leur meilleur produit. Tout le reste, tout ce qui va être Chronopost, donc Chronopost qui est une filiale de la Poste, tout ce qui va être les lettres suivies également, qui est pratique en fait pour les petits produits qui font pas plus de 3 centimètres. C'est une catastrophe. En termes de service, c'est une catastrophe. Mais j'avais une super commerciale qui s'appelait Alexandrine et qui a toujours été très très conciliante avec nous, qui a toujours essayé vraiment de faire le maximum pour régler tous les problèmes qu'on pouvait avoir. Donc si tu veux, les problèmes, ça allait être des colis perdus, ça allait être des produits qui n'ont pas été scannés, donc le suivi ne fonctionne pas. Enfin, ces petits problèmes-là qui font que ça peut impacter l'expérience de nos clients, quoi, tu vois. Ok, et est-ce que au moins les 48 heures étaient respectées? Genre, quand il passait l'après-midi à 15 heures, le client recevait 2 jours après. Oui, généralement. Entre 2 à 3 jours, tout dépendait où il habitait, mais oui, oui, oui. Ok, et ça c'était France, Luxembourg, Belgique, Suisse? C'est ça, France, Luxembourg, Belgique, Suisse et Allemagne. On avait aussi un shop allemand qui commençait à très bien prendre. Tu le mettais sur le même site ou tu faisais un site différent, un deuxième? Alors non, moi, on avait fait un autre site. Autre site, c'est un autre nom de domaine. Ok, ok. Et t'as toujours fait Stripe PayPal, toi? Alors, on a tout testé. On a fait Molly, Payplug, Stripe, PayPal. Bon, PayPal, franchement, je crois qu'on va même pas revenir sur le sujet. On sera tous d'accord pour dire que c'est vraiment la méthode d'expédition qui est une catastrophe, hein, entre les blocages de comptes, les suspensions d'argent et compagnie. Stripe, qui pour moi est le mieux. Après, il y a aussi Molly qui, alors à l'époque, maintenant je crois que c'est le cas, n'avait pas d'intégration native à Shopify.
Mais maintenant, il me semble que c'est le cas. Molly, pour moi, ont été les meilleurs. Ils sont vraiment top. Pour moi, Molly, ils sont top. Les frais de transaction sont beaucoup moins élevés que Stripe. Et leur service client est top. Ils ont vraiment un bon suivi de leurs clients, contrairement à Stripe, qu'on a en fait en réalité absolument rien à faire. J'ai jamais essayé Molly, donc c'est intéressant que tu le dises. Est-ce donc ils acceptent tout ce qui est carte Visa, Mastercard, etc. ça? Tout, ils acceptent tout. Par contre, ils sont très sélectifs sur ton business. C'est-à-dire que si tu vas faire du dropshipping, ils vont pas te prendre. Ah ok. Oh là là, quelle galère. Comment on va faire pour faire du drop, nous? C'est vrai qu'il va falloir qu'on crée une marque, qu'on ait des entrepôts de 260 mètres carrés, qu'on ait des employés, Ah, pas obligé non plus. qu'on ait Thibaut. Tu peux passer par un logisticien. Ouais, j'avais déjà essayé Cubine à Gennevilliers. Mhm. T'avais déjà essayé un logisticien ou t'es toujours resté sur entrepôt maison? Alors non, pas à la fin, on était passé par un logisticien qui était, je m'en souviens même plus. Hive. Ok. Hive comme Hive qui était la ruche. Hive, ouais, c'est ça, tout à fait. Qui Hmm. est un très très bon logisticien. Ok, cool. Ils sont dans quelle ville? Ils sont sur Paris, aux alentours de Paris, je sais plus exactement, mais pas très loin de Paris, pas très loin de l'aéroport de Charles de Gaulle. Donc plutôt stratégique comme emplacement. Ok. Et toi, t'habites où maintenant à Paris? Alors j'habite à Paris aux alentours du 16e. Dac, ok. Et quand tu livrais en Allemagne, ça partait en avion? C'est la poste qui se débrouillait? Oui, c'est ça. Alors en fait, on avait des contrats Delivengo qui sont en fait de la revente de contrats de la Deutsche Post. Donc il y a un service que la Poste propose. Ils font des prix qui sont très très intéressants. Ça commence à partir de 3 euros. Et on arrive plutôt bien à s'y retrouver avec grâce à cette offre. Et pour la France, Suisse, Belgique, ça coûtait combien un envoi de un seul produit? Alors un envoi d'un seul produit, genre une paire de chaussettes par exemple, c'est ça? Ouais, ouais. Ça nous coûtait 1,42 €. Bah ça va, hein? Tu as dit que Ah c'est oui, non, cher. ça va. Bah, en fait, en lettres suivies, ça allait. Après, c'est tout ce qui est Colissimo, etc., qui devient assez cher, parce que Colissimo, il me semble que de mémoire, c'est sur du 4 euros minimum, quelque chose comme ça. Donc voilà, et nous, on vend facilement, enfin, on a des produits qu'on vend pas cher, mais par contre, enfin, on est obligé de faire de la quantité pour être rentable, si tu veux. Donc c'est vrai qu'en fait, tu calcules le moindre centime. Ok, et tes clients, d'habitude, ils achètent 2, 3, 4 paires ou une seule? Ils achètent des coffrets, généralement. Des coffrets de 5 paires, donc à l'époque, qui étaient à 19,95. Ok. Donc ça dépend en fait. C'était assez varié. En panier moyen, on était sur du 35 euros. T'avais des commandes qui étaient des commandes ridicules de une paire de chaussettes. Donc ça c'était plutôt rare. Jusqu'à des commandes qui pouvaient aller jusqu'à 400, 500 euros. Oui. Ah ouais, non mais non mais c'est hallucinant. Peut-être quoi, allez, peut-être toutes les 2 semaines on avait des commandes mais des trucs de dingue. Tu te dis mais c'est pas possible, les gens mangent leurs chaussettes. Qu'est-ce qu'ils font de ces chaussettes là? Peut-être Donc quand ouais ils non ont des c'était assez familles, cool. famille Enfin XXL. là c'est une sacrée famille quand même. Mais non, en fait, ce qui était dingue, c'était qu'il y avait vraiment, en fait, vraiment une communauté autour de cette marque de chaussettes, qui était assez folle parce que, on avait déjà un contact qui était très fort avec nos clients. C'est-à-dire que nous, dis-toi que pour des chaussettes, on avait un service client par téléphone. Toutes les semaines, on avait des gens qui nous appelaient parce qu'ils, voilà, ils voulaient commander par téléphone, ils voulaient nous parler. Enfin, on était vraiment très, très proche, de notre clientèle. Et au moment où, je pense qu'on va en revenir après, au moment où on a annoncé notre redressement, on a reçu des centaines de messages, enfin, j'ai reçu des centaines de messages de gens mais qui étaient super attristés le fait qu'on se mette en redressement, en fait, tu vois. Et, non, franchement, enfin, pour moi, ce cap, tu vois, je pense que c'est l'expérience entrepreneuriale où, tu vois, peut-être quand j'aurai 50 ans, bah, je parlerai toujours de ce cap parce que ce cap, je crois que ça m'a tout appris. Ça a été 3 ans qui ont été très, très intenses. Mais quand je dis intense, c'est des heures, enfin, c'est des centaines d'heures de boulot, acharné, où tu finis un peu par te perdre. Et moi, je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Mais en 3 ans, tu te prends littéralement peut-être 15 ans d'expérience dans la gueule. Excuse-moi du terme, mais c'est vraiment le mot, quoi. Et juste waouh, vraiment waouh. Et d'autant plus que j'étais entouré au début d'une super équipe. Je pense à Sacha qui a toujours été là, qui m'a toujours accompagné dans tous mes projets. Et à Thibaut qui ont vraiment, enfin, qui ont tout changé. Et tu sais, quand t'es accompagné avec des gens en physique qui sont dédiés à ton entreprise comme toi tu l'es,
il y a une synergie, il y a une énergie qui est incomparable à si tu travailles avec quelqu'un derrière un PC à distance, en fait, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que bah, quand tu as tes stocks, quand tu as tes bureaux, quand tu as tout ça, en face de toi, tout ce que tu fais, c'est concret, en fait, c'est devant tes yeux. Tandis que parfois, quand on est derrière son PC, on a souvent tendance à oublier qu'est-ce qui peut se passer aussi dans la réalité, quel impact on peut avoir. Et je sais que pour moi, ça a été, non, ça a été incroyable. Sincèrement, ça a été vraiment, vraiment incroyable comme expérience. Et d'autant plus qu'en fait, bah, là, pour le coup, maîtrises la chaîne de A à Z. Donc, c'est-à-dire de la création des pubs, à la gestion des pubs, à la gestion logistique. Et en fait, tu te rends compte que l'e-commerce, bah, c'est pas que un métier, c'est une quinzaine de métiers pour faire tourner une boutique en ligne comme il se doit, quoi. Et oui, c'est très compliqué, il faut être multicasquette. C'est ça, Ah, tout c'est à cool, fait. t'es un peu nostalgique. Ça fait combien de temps que ça a fermé? J'ai décidé de faire mes suck-up en été, au mois de juillet. Et donc, moi, pour t'expliquer un petit peu, au mois de février, c'était quelque chose de pas très facile dans ma vie, mais qui a été une décision que j'ai prise moi-même et que je ne regrette pas. Euh, donc en fait, si tu veux, j'étais à Rouen et je me sentais plus du tout à ma place dans cette ville-là. J'avais besoin de voir autre chose. À un moment, bon voilà, quand ça fait 20 ans que tu es dans la même ville, il est temps de tourner un peu la page. Et donc je commence à aller beaucoup sur Paris pour le travail, parce que je m'étais aussi fait des amis là-bas. Et en fait, à force d'y aller, je me dis, mais en fait, ma place n'est plus du tout à Rouen, quoi. Ma place est à Paris. Et en fait, je pense que c'est là où j'ai eu un gros déclic et je me suis dit, mais attends, ça fait 3 ans que là, tu te donnes à fond, ça fonctionne, etc. Mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux. J'ai pas du tout envie d'aller au travail à 9 heures, de quitter le bureau à 22 heures. C'est pas ce pourquoi je faisais de l'entrepreneuriat, c'est pas non plus mes principes, qui étaient celui d'être libre. Et en réalité, là, j'étais juste dans ma prison dorée. Et en fait, j'ai eu un déclic. Et j'ai un peu lâché prise en fait sur pas mal de choses, dont ce cup. Et ça m'a fait prendre conscience que, bah, enfin déjà, on avait pas quelques dettes avec ce cup normal comme toute société. C'est là où je me suis dit que ma vie doit absolument changer, parce qu'après ça allait être ma santé mentale qui allait en dépendre. Euh, et donc c'est là où j'ai déménagé donc à Paris. Et après donc ce cup n'allait plus bien. Vraiment ça allait vraiment pas bien du tout. Il y a les équipes pareil où il y avait eu pas mal d'histoires, enfin il y a eu beaucoup d'histoires là où il y avait vraiment pas lieu d'être, qui font qu'on a perdu toute cette synergie là. Et ce qui fait que j'ai décidé d'arrêter ce club. J'aurais pu me battre en fait si tu veux, je pense, mais je crois qu'en 3 ans je m'étais assez battu et que j'étais tout simplement fatigué. Mais je crois que c'est vraiment le mot, c'est épuisé, fatigué. Et qu'à un moment en fait on croit tous qu'on est un petit peu invincible, en se disant qu'il n'y a pas de problème, on peut encaisser jusqu'à un certain moment et où bah moi je me suis rendu compte que je pouvais plus encaisser quoi, tu vois, tout simplement. Et ouais, c'est très très dur, hein, surtout que toi t'étais en haut de la pyramide et que tu te prends tous les problèmes et que tu dois payer tout le monde et que t'as beaucoup beaucoup de pression, quoi. Mais c'est ça, t'as beaucoup de pression, t'as énormément de responsabilités. Après voilà, t'as pas le droit de te plaindre parce que en fait c'est toi qui l'as voulu, enfin c'est toi qui l'as voulu quoi, tu vois. Euh, mais aujourd'hui avec du recul, ouais non, je me rends compte que je me suis infligé beaucoup de choses. Je le regrette absolument pas. J'en parle même avec nostalgie, tu vois, parce que et j'en parlerai toujours avec nostalgie parce que c'était génial, c'était incroyable. Mais voilà, je pense que c'est important aussi d'être détaché, enfin de se détacher de ces projets quand on est entrepreneur et de passer à autre chose. Ok, donc là, si je tape sur Google SockUp, c'est quoi, .fr? Oui, c'est ça, tout à fait. Ça existe ou ça existe plus? Alors, ça n'existe plus. On est plus en capacité financière de pouvoir expédier. Donc j'ai supprimé enfin, j'ai suspendu la boutique. Ok. J'aimerais bien revenir sur un point. Quand Walid est arrivé, donc il arrivait en passif, est-ce que c'est lui qui t'a donné l'idée de changer l'angle ou c'est vous, vous avez fait beaucoup de tests en marketing et vous avez trouvé un angle gagnant? Alors, Walid nous a apporté beaucoup de contacts, beaucoup de conseils, mais c'est nous qui avons trouvé l'angle gagnant. Et est-ce que tu peux nous le dire du coup cet angle? Alors, c'est simple, c'était donc des personnes plus jeunes dans les vidéos, parce que nous, en fait, on pensait qu'on parlait vraiment à une audience beaucoup plus vieille, mais en fait, pas du tout. On a mis des personnes beaucoup plus jeunes et on a axé vraiment nos publicités sur problème, solution, avec des hooks qui sont très très accrocheurs. Alors je crois qu'il y avait un hook, c'était celui qui a le mieux marché, c'était le POV, tu achètes les chaussettes dont tout le monde parle.
Et on avait eu quoi d'autre? On avait eu alors celui-là, il est un peu touchy, mais c'était du style, grâce à ces chaussettes, tu vas pouvoir faire plus de 10 000 € en les vendant sur Mime. Ok. Un truc du genre. Et voilà, mais ce cap en termes de statistiques publicitaires, c'était quand même assez énorme, puisque uniquement sur Facebook, on a cumulé plus de 132 millions d'impressions, un budget publicitaire qui dépasse le million d'euros dépensés en 3 ans. Et pareil sur Google, je crois qu'on avait dépensé plus de 300 000 euros. Les chiffres étaient assez fous. Et il y a un truc qui m'a toujours fait bizarre, c'est qu'en fait un jour je me promène dans la rue à Paris et puis je sais pas pourquoi je regarde les chaussures de quelqu'un et je dis mais putain mais elle porte nos chaussettes. Et en fait j'ai trouvé ça fou de me dire et en fait depuis je fais que de regarder les pieds des gens dans la rue. Parce que sur tout le monde je suis pas du tout fétichiste. Et en fait, je trouve que c'est super drôle en fait de voir des gens que tu vois dans la rue qui portent ton produit. La première fois que tu vois ça, moi, ça m'a vraiment fait quelque chose de bizarre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ouais, bah moi ça m'est jamais arrivé. Parce que je Ok, vendais plutôt aux US et tout. Mais ce qui est bien avec ton produit, c'est justement c'est qu'il est visible et du coup qui fait sa propre pub. Parce que les gens marchent dans la rue avec, exactement. les amis vont faire ah, elles sont mignonnes tes chaussettes et tout, tu les as eu où? Et du coup, t'as eu beaucoup de bouche à oreille, j'imagine aussi, avec ton produit. Ah, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, oui, oui, non, mais le bouche à oreille ça a été, enfin, de toute façon, le bouche à oreille est le meilleur des marketing. Mais ouais, c'est vrai qu'on en avait pas mal. On était aussi très bien positionné sur les mots-clés type chaussettes au pluriel et singulier, où on était premier. On avait un deal aussi qui allait être fait, une collaboration qui allait être faite avec Marionneau pour la fête des mères, et également avec Printemps qui voulait nous rentrer en magasin. Alors Printemps, Boulevard Haussmann pour commencer. Donc voilà, enfin, tu vois, on a eu des opportunités de dingue. Et en fait, si tu veux, quand tu commences avec une marque, tu t'attends pas à ce que des grands groupes te contactent. Et ça, tu vois, c'était une expérience qui a été assez folle parce que bah, tout est différent. Quand tu négocies avec des grands groupes, etc., là, ça n'a plus rien à voir. Tu débloques un nouveau métier, quoi, en fait, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, les grands groupes, c'est eux qui te contactaient parce qu'ils voyaient tes pubs, ou c'est toi qui. Ou peut-être qu'ils se voyaient. Bah, t'as ouvert qui en premier? C'était Kiabi, Leclerc, c'était qui déjà? Kiabi. Kiabi qui a été l'un de nos partenaires iconiques, très clairement. Kiabi, enfin, on a des super relations avec eux. Alors nous, eux, alors ces marques-là, on les avait trouvées grâce à Miracle Connect, qui permet en fait de mettre en relation les marques, donc qui est gratuit, qui permet de mettre en relation les marques et les grands groupes qui ont des marketplaces. Et après, par la suite, en fait, à force qu'ils nous voient, c'est eux qui nous contactaient directement. Ok, ouais, je vois, donc ça c'est cool, ouais. Ah, ouais, Ouais, incroyable. ouais. Et du coup, j'aimerais bien que tu reviennes aussi sur les métriques. Tu as dit qu'en ads, sur Meta notamment, vous étiez bon. Par exemple, les deux hooks que tu nous as dit, POV, j'achète les chaussettes que tout le monde parle, dont tout le monde parle. Mhm. Donc ça met social proof directement. Si tout le monde achète, j'y vais. Tu sais, c'est comme un restaurant qui est plein, hop, tu fais la queue. Exactement. Est-ce que c'était quoi le hook rate? Est-ce que tu t'en souviens? Les ROS, TCPC, etc. ROS, on était en moyenne sur du 3, 3,5. Super. 3,5. Je- en termes de hook rate, on était sur du. Oh, je sais plus. Je pourrais plus te dire. Je sais que le CTR, on était sur du 3,5, 4. Ça cliquait pas mal. Ouais. Euh, C'était plutôt cool. Mais en fait, ce qui a tout changé, c'est surtout en fait de mettre en place en fait une machine à création de contenu. Et on testait un nombre de créas. Je crois qu'on a testé en 3 ans, on a testé plus de 1000 créas. Quand je dis 1000 créas, c'est plus de 1000 UGC. Ok. Et là, tu passais par des agences UGC? Agence UGC, j'avais également des stagiaires qui faisaient enfin des stagiaires non, pas du tout des alternants qui créent du contenu directement dans l'entrepôt, qui créaient leur contenu aussi eux-mêmes, qui faisait qu'en fait on avait une capacité à créer du contenu qui était ultra rapide en plus des agences UGC. Ouais, et donc c'était des alternants qui étaient déjà assez habiles sur TikTok, etc. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je leur ai appris quelques notions de marketing qu'ils ont ensuite implémentées dans les contenus qu'ils créent. Ok, donc c'était des bons ROI ces alternants, c'est ça? T'as réussi à faire des pubs gagnantes avec eux? Ah mais carrément, carrément, carrément. J'ai eu 2 alternants au total, dont une où ça l'a pas fait, donc voilà, on s'est arrêté là. Et une autre qui s'appelle Delphine,
qui elle a été, enfin, qui a fait absolument un travail qui est juste incroyable. C'est que vraiment pour une alternante, j'ai jamais vu ça. D'une enfin, un nombre de qualités vraiment incroyables, ultra polyvalentes et très très sérieuses, parce que c'est rare de trouver des alternants qui soient aussi sérieux et qui soient aussi autant investis que elle. Et, euh, et ouais, non, fou, enfin, incroyable. Incroyable, incroyable. Et ouais, elle nous a fait quelques vidéos gagnantes. Et c'est quoi, du coup, ta technique pour tester c'est comment tu structures tes campagnes pour tester plein de. Combien de créas? Donc, t'as 1000 en 3 ans, c'est ça? C'est Donc, ça ça. te faisait, ouais, peut-être t'en testais 15 par mois, c'est ça? Ou plus? À peu près, ouais, un peu, beaucoup plus, ouais, un peu plus généralement, sans compter les statiques, les statiques. En moyenne, c'était quoi la question, excuse-moi? Comment tu faisais, en fait, pour in- euh, importer tes nouvelles créas dans quelle campagne? Est-ce que tu avais une Ah oui. campagne sur Meta qui s'appelait Test et d'autres qui étaient là déjà, qui étaient plus. Comment tu faisais, en fait, ta structure? Alors, j'avais une campagne principale, et en fait, à chaque fois, alors moi, je faisais du cold, le warm et le hot. Donc, j'avais une cold avec toutes mes top créas qui tournaient avec certains budgets en CBO. Et après, donc j'avais une campagne de testing où à chaque fois, j'implémente toutes mes créas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, après, je fais le tri. Tout ce qui marche, je les duplique dans la top campagne. Simplement, simplement. Ok. Et quand tu testes tes créas, tu les testes en conversion achat directement ou est-ce que tu testes des créas en trafic, en vue Non, vidéo, je sais pas. j'ai toujours tout testé directement en achat. Aujourd'hui, l'algorithme est tellement puissant que il y a plus toutes ces étapes de ATC, etc. Enfin, pour moi, ça n'existe plus. Ok. Ouais. Non, mais je pensais peut-être en interaction, par exemple, pour voir si vraiment elle prenait l'interaction, parce qu'en plus le CPM est moins cher ou pas. Ah oui, non, 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 on allait directement à l'achat. Ok. Très clair, très clair. Est-ce que tu as utilisé aussi TikTok et Pinterest? Alors TikTok, on avait testé. C'était pas terrible. On était broke. Et Pinterest, ouais, on a testé. Et Pinterest, j'ai toujours eu des résultats qui ont été toujours assez compliqués. Donc non, on n'a pas fait de chiffres avec Pinterest. Mais TikTok, on avait des chiffres qui étaient plutôt corrects pour un début. Ok. Et Criteo, t'as essayé? Non, pas du tout. Jamais essayé. J'aurais bien voulu essayer. J'ai déjà fait une fois. C'est facile à mettre en place, ça, c'est eux qui font de toute Ouais. façon. Et Et quel type de résultat avec eux? ça allait, je crois, je me rappelle plus trop. C'était pas fou, mais en tout cas, ça coûte pas très cher. Tu mets juste un petit budget retargeting et comme ça, au moins, tes produits sont un peu partout. Ça met des bannières, des petites images sur tous les sites du monde, presque 99% des sites, ça, sauf les sites X. Donc Bien en sûr. gros, c'est tout ce qui est le monde, etc. Quoi, t'apparais partout. D'accord, ouais, Même non, sur les j'avoue que apps, j'ai hein. jamais essayé. Tu sais, même quand tu joues, même quand tu es sur Duolingo, ce type d'app, Criteo, ils sont là, quoi. Ils te lâchent plus. En fait, ils te retargetent ta D'accord. vie. Mais ça fait partie du réseau Google dans le sens où, pardon, t'as aussi Google qui fait ça, bah, t'as AdSense, qui fait ça aussi pour les applications, etc. C'est peut-être lié au même réseau publicitaire. Je sais pas, je crois qu'ils ont leur propre truc à eux, hein. Criteo, je crois que c'est un concurrent, donc. Mais D'accord. ils sont partout, hein. Ils sont partout, c'est-à-dire qu'ils ont des espaces publicitaires sur tous les sites du monde, donc ça qui est cool. D'accord, d'accord. Ouais, non, mais enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que j'en avais jamais fait. Ouais, je crois qu'ils sont basés à Barcelone, Criteo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que t'as pas une petite pépite croquante? Une petite pépite. Donc toi, c'était surtout de l'UGC et des personnes qui parlent du produit, en fait, hein, toi, Tout à ta fait. technique. Ouais. Et des statiques, tu faisais quoi comme statique Les statiques, c'était des trucs assez clairs. Alors, le truc qui a le plus marché pour nous, et je crois que ça marche encore, c'est les statiques où il y avait un coffret de chaussettes avec un post-it où il y avait écrit des phrases assez putaclic. Ça, c'est les seules statiques qui marchaient chez nous, je crois. Ok, ouais, la ugly ads, comme on entend en Ah ouais, mais Amérique, horrible, c'est horrible, le horrible. post-it, quoi. Ça coûte 0 € à faire. Tu mets un post-it rose ou jaune et t'écris un petit truc dessus et tu mets ton produit. Ok, donc ça, c'était le Exactement. pack de 5 chaussettes, en fait. C'est ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. T'avais des T'avais un packs pack. de 7, 10, 12. Alors pour les chaussettes classiques, oui, on avait des packs un peu plus grands, c'était 5, 10, 15. Mais pour tous les autres, non. Après, en fait, si tu voulais 10 paires de chaussettes, bah, tu commandais 2 packs, hein, tout simplement. Hmm, ok. Moi, j'aurais vendu par 7 parce que pour la semaine. Mais ouais. Ou Oui, c'est le vrai. pack Astro, on peut faire le pack de 12. Ou bah, ça serait plutôt à l'unité. Donc le pack Astro, au final, ça pourrait être un bon produit d'appel. Peut-être que ça marche bien sur Facebook Ads. Mais ensuite, est-ce que c'est intéressant si les gens achètent un par un, quoi?
Non, je pense pas. Puis même l'astrologie, enfin, peut-être tu vas acheter ton signe, tu vas pas acheter le pack de 12, tu vois. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais. Donc en fait, ça pourrait être un produit d'appel pour attirer les gens sur le site en tout cas. Et après, tu les retargetes. T'avais une agence email ou comment tu faisais? Oui, on avait déjà travaillé, donc ceux qui géraient nos mails, c'était Evergreen Media. Loïc Roussel, qui travaillait avec Fares Benouiba à l'époque, qui a refait une refonte de notre stratégie mailing, et qui l'a très très bien fait d'ailleurs, puisqu'on faisait, on avait cette règle, fameuse règle, c'est des 30%. Si tu fais pas 30% de chiffre d'affaires grâce au mail, ta boutique e-commerce n'est pas viable. Nous, on était largement dessus de 30%, donc on était très contents. Ok, super. Et Fares, il vous a aidé. T'as repris des coachs après pour cette marque? Non, 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 pas du tout. T'as tout fait tout seul, ok. On a tout fait tout seul. Ouais, bah bravo, hein. Très très belle histoire que tu raconteras encore à tes petits-enfants. Tu gardes des chaussettes dans un musée, hein. Garde tous les modèles dans un musée. C'est ce que je vais faire, ouais, je crois aussi, ouais. Je vais les encadrer. Non, Dans- c'est bon. Les chaussettes, j'en ai mangé pendant 3 ans, je peux plus me les voir. Moi, j'ai gardé tous mes produits Winner. Un jour, quand j'aurai un bureau, bah, comme toi, dans le 16e, un beau bureau, tu sais, tu peux avoir une vitrine sur le côté, une espèce de bibliothèque avec tes produits Avec tous Winner les produits. sous cloche, sous vide, tu sais, sous cloche. J'avoue, ça peut être drôle, ça peut être drôle. Ouais, c'est joli, c'est sympa, tu vois, quand t'invites un client, ça fait un peu l'entrepreneur à succès qui a eu tous ses winners. Donc toi, c'est des chaussettes, c'est cool. Tes Mais ça, chaussettes, je trouve ça cool. Je trouve ça trop cool, moi, de dire que la marque que j'ai fait, c'est des chaussettes. Et parfois, quand j'allais souvent à des groupes d'entrepreneurs, etc., en physique, par exemple, sur Paris, mais, et toi, du coup, tu fais quoi? J'ai la première marque de chaussettes en France. Les gens, ils te regardent, ils disent, une marque de chaussettes. Et en fait, je me suis dit, bah, si je suis capable de vendre des chaussettes, je pense que je peux être capable de vendre plein d'autres choses, en fait, tu vois. et oui, ça me fait penser à... mince, comment il s'appelle? Ah mince, comment il s'appelle? Ah, bah, tu sais, il est passé sur M6 et Inga, c'est les éponges. Oui, Et oui, oui, je vois très bien. sur M6, il s'est fait un peu charrier, genre en disant, on dirait un vendeur de tapis, tu vends tes éponges et tout, comme au marché. Et sauf que le gars, bah, il est successful et il vend des éponges, tu sais. Mais ça, India, ça cartonne, hein. Ouais. Ça cartonne. Hmm. Il a une très bonne équipe et tout, il a recruté des gens très très experts dans leur domaine, etc. Oui, c'est Benjamin, ça, j'ai retrouvé son Oui, prénom. ouais, Benjamin, ouais, ouais, ouais. Non, bah, Benjamin, enfin, ils sont très très forts. Très très forts. Et il me semble que de base, ça partait d'un financement par Ulule. ouais. Il me Ils ont semble, si je dis pas de fait, bêtises. ils ont fait le plus gros, ouais. Et non, franchement, non, ils sont top, hein. La marque est cool. Moi, j'adore la marque. Ils ont été recordman sur Ulule. Hmm. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Je les ai eus en client, on leur avait fait 2 UGC à l'époque. D'accord. Donc j'ai les éponges chez moi, j'ai leur sopalin, j'ai leurs mouchoirs, j'ai tous leurs produits. Moi je collectionne les produits chez moi, si tu verrais, chez moi j'ai pas un entrepôt, mais j'ai une salle, une espèce de mezzanine qui est remplie de cartons. Comme j'ai eu 150 clients différents, j'ai que des produits différents. Parfois c'est volumineux en plus, donc petit Ah à bah oui, petit non, je bah donne. c'est clair, ouais. Ouais. Ça dépend, mais parfois c'est volumineux. Tu vois, quand t'as 100 couleurs différentes et que tu dois faire un photoshoot par exemple, tu dois tous les montrer. Putain, c'est votre Ça galère. multiplie. Des tailles différentes, imagine, t'as toutes les tailles S, M, X, XL et tout. Oh là là, c'est un truc de fou. Nous, c'est vrai que tu vois, sur les chaussettes, on s'est dit, on part sur des tailles uniques, avec une matière qui est élastique et qui s'adapte vraiment à la plupart des pointures basiques, quoi, tu vois. Parce que Ok, sinon, t'as une taille unique. ah bah oui, Ok, ouais, ok, sinon ok. c'était trop galère. Trop galère. Ouais, parce que déjà que t'avais 500 modèles différents, les couleurs et tout, ouais. Et ça aurait été invivable. Ouais, donc t'as bien fait pour ça. Et du coup, comment t'as lancé ta marque? Parce que tu t'es quand même accroché alors que tu perdais de l'argent. Pourquoi t'as Mhm. lancé ce produit? Est-ce que tu l'as vu genre en Amérique sur AdSpy que ça cartonnait? Et est-ce que t'as fait des modifs sur le produit ou tu l'as pris tel quel? Alors, on a fait des modifs sur le produit. Il y a certains produits qu'on sourçait en Chine et d'autres où on les a fait nous-mêmes. Euh, on les a principalement modifiés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on les a brandés et on a créé nos propres icônes. Et concernant l'idée, si tu veux, bah, c'est très simple, c'est qu'en fait, quand tu regardes, par exemple, pour acheter une marque de chaussettes en France, donc nous, on produisait pas en France, hein, on produisait en Chine. Une paire de chaussettes, ça va être 20-25 euros. Aujourd'hui, il y a peu de monde, on va pas se mentir, qui peuvent se permettre de mettre 20-25 euros dans une paire de chaussettes. Donc nous, on a voulu démocratiser un peu la chaussette sympa, pas chère et abordable. Et après, concernant l'idée, en fait, bah, on est vraiment parti de ce principe-là.
Et en fait, après, on est tombé donc sur ces chaussettes-là qui sont assez tendance en fait en Corée du Nord. En Corée du Nord et Corée du Sud, t'as plein de gens qui portent ces chaussettes. Et c'est à partir de là où on s'est dit il y avait un marché à prendre. Il y a des chaussettes fascistes. Quand même pas Ok, non plus intéressant. Corée du Sud, c'est pas fasciste. C'est pas fasciste. Ouais, ok. Des chaussettes coréennes. Ok, super. Moi j'adore ces petites chaussettes. Et du coup l'élastique au milieu là qui permet de bien tenir. Je sais que j'ai des chaussettes comme ça que j'ai acheté chez Primark, je crois, mais que j'aime bien juste parce qu'il y a l'élastique un peu vers le milieu du pied et que je Ouais, c'est porte ça. pour aller faire du sport. C'est ça. Et Mais bon, après trois lavages, l'élastique va se défaire, etc. Sur leur paire de chaussettes. ah ouais, ok, ouais, 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 ok. c'est souvent comme ça. Ah ouais. Et du coup moi j'aurais dit la première marque de chaussettes en France, j'aurais dit Domios, un truc à la Décathlon. Mhm. Ou Nike, Adidas, mais toi, ouais, c'est vraiment une chaussette mignonne, quoi. Que ça C'est existe ça, pas. c'était vraiment le but. Alors après, quand on dit qu'on est la première marque de chaussettes en France, on se base sur les statistiques de Google, sur les rapports de Google. Euh, on était en top position sur les mots-clés en paid sur le SIA. Et en SEO, on était pareil, on était dans le top. Euh, et pareil sur Facebook, enfin, il y avait très très peu de marques qui faisaient de la pub pour des marques de chaussettes. Donc voilà. T'as maintenant un peu ce qui vient, c'est les chaussettes de compression, t'en avais pas ça? Non, 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 on n'avait pas. Hmm. Trop dropshipping. Ok. Et est-ce que t'avais des chaussettes de sport? Oui, oui, enfin on avait des chaussettes basiques qui pouvaient s'apparenter en réalité à des chaussettes de sport parce que elles respiraient. Enfin, euh, c'était des chaussettes du quotidien, mais que tu pouvais aussi porter pour le sport. Donc tu avais quand même cette petite languette là. T'avais pas d'icône en particulier sur la languette et c'était vraiment une couleur unie avec une matière qui faisait que ton pied respirait dans la chaussure. Ok. Ouais, t'aurais pu mettre une languette, genre une haltère. Ou Aussi, oui, ouais, ouais. une balle Bah de en fait, foot, une balle en de réalité, on pouvait tout basket. faire. Hmm. C'était quoi d'ailleurs tes winners de languettes? Mes winners, c'était les cœurs. Ouais, ouais. Languette cœur. Ah ouais. Cœur rouge? Cœur rouge et cœur doré. Hmm. Ok. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait les marinières. Des chaussettes avec un symbole de marinière et toujours avec un cœur. Et elles, c'est les trois principaux modèles qu'on vendait le plus. Ok. Ouais, super intéressant. Bon, on a fait le tour. Après, du coup, pourquoi t'as eu un redressement? Qu'est-ce que ça a changé? Comment t'as reçu ce courrier? C'était un Euh, gros impact, j'imagine, et très peu de gens ont cette expérience, donc ce serait intéressant que tu nous racontes un peu si tu peux. Si c'est trop confidentiel, tu passes, hein. Alors déjà le jour, enfin déjà je m'y attendais, puisque, bah, je n'avais pas respecté certaines règles, mais en fait encore une fois, voilà, enfin quand tu as 19 ans, 20 ans, et que tout te tombe dessus comme ça quand tu commences le dropshipping, que tu commences à faire certaines sommes et que, bah, tu n'es pas entouré, bah, il faut toujours forcément s'attendre à ce que, voilà, quand tu respectes pas les lois, qu'on finisse par te rattraper un jour. Aujourd'hui, alors je vais pas pouvoir tout raconter parce qu'aujourd'hui ça passe toujours en cours et c'est en contentieux. Euh, mais il faut comprendre une chose, c'est que quand tu reçois ce courrier-là, c'est mais la panique, mais totale. Panique totale, tu dors pas, ça te prend, ça te perturbe vraiment. Et le mieux, c'est vraiment de s'entourer d'avocats. Moi, pour le coup, j'ai été entouré d'un avocat qui est super, qui est un ancien contrôleur fiscal d'ailleurs, donc la boucle est bouclée, et qui a su réellement m'accompagner dans tout ça. Donc moi, je suis parti du fait que effectivement, je dis pas que je n'ai pas fait d'erreur, mais il m'avait mis une amende, une très très grosse amende, dont je tairai le montant, d'une très très grosse amende qui en fait qui sont basés sur des calculs que eux-mêmes font. Mais qui ne sont pas du tout la réalité. Il faut savoir une chose, c'est qu'avant 2021, quand tu fais du dropshipping, tu ne devais pas reverser de TVA. Après 2021, maintenant, tu dois reverser la TVA. Donc il y a eu aussi pas mal de changements au niveau de la loi qu'il faut prendre en compte. Et moi, quand ils ont fait leurs calculs, ils n'ont pas du tout pris en compte ces changements de loi. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé avec un montant exorbitant, mais qui était totalement erroné. D'où le fait qu'aujourd'hui, c'est actuellement en contentieux. Mais voilà, c'est normal de stresser. Si un jour vous avez un contrôle, c'est totalement normal de stresser. Pas de panique. Ça arrive à tout le monde. Euh, et, euh, et sur ça, voilà, faut vraiment juste être vraiment bien entouré d'un avocat. Et moi, je sais que c'est dès que j'ai eu mon avocat, c'est là où j'ai pu vraiment, entre guillemets, déléguer mon problème et mieux dormir la nuit, on va dire. Et oui, parce que toi, bah, t'étais pas compétent en fait pour te défendre, hein, et du coup, avec l'avocat, bah,
ça t'a ouais, délégué un problème, hein, c'est ça, hein, c'est déléguer Oui, un c'est ça. problème. Mais même, Mm. enfin, personne n'est compétent personne n'est compétent pour se défendre soi-même sur un contrôle fiscal. Tu as un contrôle fiscal et tu ne fais pas appel à un avocat. Enfin, il te mange en 2 minutes, hein. Ouais. Et l'histoire d'avant 2021, la TVA, justement, moi j'ai réussi à récupérer 87 000 euros, je crois, Ouais, pas de mal. TVA grâce à un avocat ouais, que j'avais payé 9 000 ou 10 000. Donc, ouais. Alors que mon expert comptable m'a dit non, mais surtout pas, ne va pas leur demander de l'argent que tu avais déjà payé. Bah si. Euh, tu peux pas attaquer, quoi. Pas attaquer, mais parler à Bercy comme ça et tout. Je dis, bah, c'est mon argent, en fait, 87 000. Bah, Moi, c'est sûr. c'est une histoire de vie ou de mort, presque, en fait. J'ai une Non, famille à bah, c'est clair. fonder, c'est mon argent, merci. C'est clair, c'est Je vais clair. faire tout ce qu'il faut faire. S'il faut envoyer un papier, c'est bon, hein. Donc, on a fait ça et j'ai récupéré cette somme, mais qui m'ont après en fait, ils te donnent pas vraiment exactement tout ce qu'il faut, donc je crois que j'ai reçu moins, mais bon, tu te refais taxer derrière et tout. C'est un truc de fou. Non, ça, mais c'est clair. Mais c'est vrai qu'en France, ça devient vraiment compliqué d'entreprendre. Quand on voit toutes les charges, quand on voit tout ça, enfin, c'est vraiment compliqué. C'est prise de tête, c'est prenant. Mais par contre, je pars d'un principe, c'est que je pense que si tu as un business et qu'il est viable en France, pour moi, je pense que la France est l'un des meilleurs pays de testing, entre guillemets, d'idées de business, dans le sens où si tu arrives à être viable avec toutes les charges qu'il y a, tu peux lancer ton business dans n'importe quel autre pays. Et oui, parce qu'en fait, c'est un enfer fiscal. Ah, Donc, c'est ça, exactement. J'aurais pas dit mieux. J'aurais on pas dit parle mieux. toujours de paradis fiscaux, et à l'opposé, bah, t'as l'enfer fiscal, où la France, c'est le pire, je crois, au monde, hein, avec peut-être l'Italie et quelques pays. Donc, Ouais, les pays du Nord sont pires, mais pour coup, eux, ils ont un meilleur train de vie que nous. hmm. Tu t'es Mais, éloigné du micro, je pense. Ah, pardon, excuse-moi. Tu m'entends là? Ouais, Attends, hop. Là, je c'est bon? t'entends un tout petit peu moins fort qu'avant. Ah, Ok, non, là, pourtant. c'est bon maintenant. Ok, parfait. Ouais. Ok. Bon, bah là-dessus, on va pas parler trop longtemps. Mais j'avais eu aussi une question. J'ai plein de questions, hein, je suis assez curieux. Euh, pour l'Allemagne, est-ce que c'était un marché. Combien ça représentait de CA par rapport à la France? Ça représentait que 10%, parce qu'en fait, on l'a lancé sur les 6 derniers mois de la société. Mais ça a occupé déjà une belle part de notre chiffre d'affaires. Et c'était un marché où vraiment on s'imaginait vraiment sur le long terme. Bon, après, l'Allemagne est un marché assez compliqué dans le sens où les méthodes de paiement sont différentes que la France. Et ils ont beaucoup cette culture du retour. C'est-à-dire que si un produit ne leur plaît pas, ils vont directement le retourner. Donc ça, on n'avait jamais eu le cas. Mais je sais que c'est quelque chose qui est très courant en Allemagne. Leurs habitudes de consommation ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Ok, moi j'avais entendu dire aussi un pote qui me disait que maintenant en France aussi c'est pareil, qu'ils ont trop l'habitude de retourner. Par exemple, ils ont l'habitude avec H&M, Zara, les grandes marques, d'acheter plusieurs produits, plusieurs fringues par exemple, de les tester, de pas trop aimer, ou d'acheter par exemple deux tailles différentes, acheter le S et le M parce qu'ils savent pas lequel va mieux le fit, mais au final en retourner un sur deux, et du coup bah, que ça posait beaucoup de problèmes, que c'était très 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 cher pour une petite structure. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Toi au Tout à moins fait. t'avais eu taille unique, donc ça t'étais pas trop embêté avec ça. On avait ça, puis on avait aussi des mesures d'hygiène, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu essaies une chaussette, bah, tu peux pas la retourner, enfin, c'est évident. Ouais, ok. Ah bah chaussettes ça va, hein. Moi je pense que c'est plutôt pour les sous-vêtements que ça marche ça. Ouais, mais bon, les chaussettes aussi, enfin, tu sais, des pieds, c'est pas non plus. Enfin, tu C'est peux avoir des gens qui soient pas très propres aussi, quoi. c'est pas non plus. Ok. Moi, personnellement, j'aimerais pas mettre mon pied dans une paire de chaussettes où quelqu'un d'autre a mis son pied, d'autant plus que je la connais pas. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il peut y avoir des cochonneries dedans et tout. Et du coup, passons maintenant à l'étape NFT. Donc ça je pense que c'est plutôt du 2023, non? Non, 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 c'est bien 2021. Ok, bah c'est très très jeune pour du NFT. Bah non, 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 bah c'était la période. Ah ouais? Attends, peut-être que c'est parce que le temps est passé trop vite et tu sais, depuis le Covid, moi j'ai l'impression que tout s'est passé Bah je en 10 crois, hein, jours. tu me mets le doute, mais non, 2021, bah semble que t'as monté la boîte en 2021. Ok. Moi je sais que les 2021, premiers NFT ouais, que j'ai c'est vus ça. c'était les Moon Boys. Ouais, alors, moi, je vais être honnête avec toi, je n'ai aucune connaissance dans les NFT, si ça n'est que le marketing. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, moi, personnellement. Ok, et du coup, tu faisais quoi? C'était qui ton premier client et qu'est-ce que tu faisais pour eux?
Alors, sur mes clients, moi, je vais rester vraiment confidentiel parce que je sais que certains ont fait des choses qui sont pas très propres. Mais en fait, on gérait tout simplement leur aspect media buying. Donc, c'était de la capture de mail, c'était pour qu'ils aient plus de membres sur leur Discord. C'était plus ce genre de choses-là, Ok. à travers la publicité Facebook. Et là, tu factures combien? C'était des trucs mensuels? On facturait 6 000 € par mois. Ok. Et là, tu remplissais un Discord de gens de méta. C'est ça, tout à fait. Ok. Et c'était quoi comme Et, style de créative? c'était des créas, donc généralement, ça allait être, bah, tu voyais le NFT qui allait tourner sur lui-même, c'est des vidéos animées, ça allait être des UGC aussi, on a tenté des UGC, ça marchait plutôt bien. Mais c'était tout ce type de créa-là. Mais c'était généralement des créas statiques, où tu voyais les NFT avec une petite phrase accrocheur. Ok. Et pour ce qui est vidéo animée et tout, c'est la marque, enfin c'est comment on appelle ça, l'entreprise qui te les fournissait? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok, ouais, des espèces de gifs animés où le truc tourne sur lui-même. Je vois à peu près à quoi ça ressemble. Ouais, ok. Souvent des animaux, ok, des trucs très colorés. C'est Ça faisait ça. rêver. Moi, j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans, j'ai tout perdu. Ah ouais, bah, étonnant. Ouais, merci, Étonnant. merci Dubaï. C'est ça. On les connaît bien. On les connaît Ouais. bien. Ok, bon. Putain, les NFT, ouais, j'ai perdu trop d'argent. Tout ce qui est les cryptos qui se lançaient aussi rapidement. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelait déjà? Les ICE? Non, ICO? ICO? Euh, J'ai absolument vraiment aucune culture dans la crypto. ICO, donc c'est Initial Coin. Initial Coin. J'arrive plus à. Excusez-moi, ça fait 2 heures qu'on parle, j'arrive pas. Mais ouais, c'est les lancements de coins, de tokens. Et du coup, toi, t'es là, t'achètes sur la première. Il est même pas encore lancé, tu sais, sur le marché, que t'es déjà en train d'acheter des coins. Et donc, normalement, ça va D'accord? faire que monter. Le truc, c'est que ça monte pendant genre 12 heures, 13 heures. Et Donc après, boum, ça redescend. énorme crash, ça redescend à presque 0 $. Ouais. Et en fait, tu perds tout ton fric, quoi. Ouais, non, mais enfin, Ah. c'est très clairement un attrape-couille, on va pas se mentir. Hmm. Enfin, on a transformé quelque chose qui aurait pu être franchement super intéressant en réalité un attrape-couillon. C'est clairement ce qui s'est passé, hein. Ouais. T'es en train de me traiter de couillon, là. Non. Non, 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 pas du tout. Mais en fait, ce que je dirais par là, c'est que on a vendu beaucoup de rêves aux gens pour qu'en réalité, les trois quarts étaient des scams, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est horrible. Ok. Donc, quoi d'autre? Raconte-nous un peu, qu'est-ce que t'as fait d'autre? Là, on était où dans la chronologie? SoCup, donc on a fait tout le tour de SoCup. Est-ce C'est que t'avais ça, on fait a fait d'autres tout le trucs tour de en ce parallèle, club. du coup? Non, 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 j'étais vraiment dédié à ce club. Donc après, donc, ouais, voilà, j'ai déménagé donc à Paris, euh, avec ce sentiment de besoin de prendre beaucoup de recul sur sur tout ce qui s'est passé sur les 3 dernières années, parce que c'était quand même un changement de vie qui était assez radical pour moi. Quand je passe de tout à rien, donc entre ma société, mon déménagement et quelques événements compliqués, on va dire. Donc j'ai besoin, enfin là et même encore toujours, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et c'est quelque chose en fait que je suis en train de redécouvrir, c'est prendre du temps pour soi. Et, et ça fait du bien de prendre du temps pour soi. Donc voilà, donc je compte relancer de nouveaux projets en début d'année 2025. Mais pour le moment, voilà, on va dire que je me ressource, que je prends du temps pour moi. Et je crois que c'est important de prendre du temps pour soi. Et c'est vrai qu'on a toujours la tête dans le guidon, on a souvent tendance à s'oublier. Et ça peut avoir des conséquences qui peuvent être vraiment compliquées après. Ouais. T'es en train de marcher, je pense qu'on t'entend moins bien. Je Oui, pense que, ah en fait, merde, le micro, c'est ton ordi qui doit le capter, merde. pas les écouteurs. C'est pas grave, Bah, c'est bizarre. on t'entend quand même, hein. Ok, ok, ok. Hop, attention, je change. Donc tu dis ouais, tu prends du temps pour toi, bah t'as raison, hein, parce qu'en fait sinon tu peux rater en fait tes jeunes années, même si c'est des moments incroyables et que SoCup tu t'en souviendras toute ta vie. Bien Bah sûr. là t'as le temps de faire une pause, une belle pause et ça fait plaisir quoi. Mm. Exactement, exactement, exactement. Et voilà. Donc là, je travaille, enfin, une pause. J'ai quand même quelques clients en consulting. Euh, mais oui, aujourd'hui, enfin, j'ai pas de projet à proprement parler e-commerce. Et voilà. Pour le moment, je me laisse tout simplement le temps. J'ai reçu aussi beaucoup de propositions, donc suite à la Red Cup, donc à pas mal de propositions de collaboration, de CDI, de plein de choses. Euh, donc voilà, je réfléchis à pas mal de choses. Des CDI dans des DNVB de Paris ou des trucs Des Dubaï? NVB, des gros groupes, des agences, pas mal de propositions.
diverses et variées, dont je donnerai pas suite parce que voilà, enfin, j'ai toujours travaillé pour moi et je veux continuer de travailler pour moi. Donc, on verra par la suite, mais évidemment, ce sera toujours dans l'e-commerce. Moi, c'est mon métier, enfin, c'est ce que je fais depuis 8 ans et j'adore ce que je fais. Donc, on verra bien ce que l'avenir me réserve. Ok, ouais, je vois bien un Kiabi ou un Leclerc qui t'appelle pour que tu sois directeur marketing ou un truc comme ça, non? Ah ouais, à 25 ans, faut le faire quand même. Mais j'ai eu quelques propositions, voilà. On va dire ça comme ça, mais que j'ai refusé parce que je m'en sentais tout simplement pas capable et que j'en ai tout simplement actuellement pas l'envie. Donc on verra début 2025 où est-ce que la vie me mène. Dans l'agence de Fares. Oh non, 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 non. On est même plus en contact d'ailleurs avec Fares. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas contacté. Ok. Alors, est-ce que tu veux conclure avec une petite phrase motivationnelle ou un petit truc que tu voulais absolument dire? Tu peux, t'as 2 minutes. Euh, Tac, tac, tac. Attends, je réfléchis. Euh, Je pense que c'est important de rappeler que quand on se lance dans l'entrepreneuriat et tel que soit le projet, c'est ce que je disais au début du podcast, mais je crois que c'est important de le rappeler. Posez-vous une seule question. Est-ce que je suis prêt à tout perdre pour mon projet? Si la réponse est oui, franchement, foncez. Si vous doutez, si vous avez peur de perdre votre confort, peur de perdre de l'entourage, etc., à cause de votre projet, bah franchement, n'y allez surtout pas. Voilà, moi, c'est vraiment le seul conseil que je pourrais donner sur ça, parce que en réalité, c'est la motivation, la détermination qui fait tout. Euh, et quand on n'a pas le choix, quand on se donne pas le choix de réussir, bah on peut que réussir. Ça prendra le temps qu'il faut, mais voilà. Ouais, exactement. Donc, c'est les sacrifices, quoi. Tout à On en fait. perd nos cheveux. C'est avec les cheveux. C'est pas facile, hein. C'est vraiment. Je pense que les gens débutants ne se rendent pas compte à quel point c'est dur et à quel point, au final, un CDI peut être plutôt bien payé, hein. Plutôt bien payé pour ce Ah que bah c'est c'est. sûr, c'est sûr, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. La charge Euh, mentale n'est pas encore rémunérée dans l'entrepreneuriat. eh oui. Et Mais c'est en fait, on gagne que à partir d'un moment et bien parfois sûr, c'est très très loin. Il y a beaucoup de doutes et de mauvaises nuits passées, quoi. tout à fait. Mais après, voilà, je pense que quand on est entrepreneur, c'est inné et on vit pour notre projet. On vit littéralement pour notre projet, pour notre métier. Ouais, c'est vrai. C'est ton bébé et tu le fais. C'est ça. C'est ça, c'est Bon, ça. bah trop trop cool. Merci beaucoup. Donc Merci à toi, Fred. je vais inviter Isabelle, je vais lui envoyer un message tout de suite. Toi, tu as un élève ou deux, je pense que tu pourrais aussi leur dire s'ils sont intéressés de passer. Tu pourras Ouais, leur envoyer un avec message. plaisir. Je leur envoie un petit message. Et puis, bah, merci beaucoup. Bon courage à toi. Là, Merci bah, beaucoup. repose-toi bien. T'as le C'est temps ça. jusqu'à janvier. En janvier, je suis sûr que tu vas nous sortir une nouvelle DNVB. Je sais pas ce que ça sera. On espère. Suspense, suspense, suspense. Ouais. Toi, tu lancerais toujours une marque e-com, full e-com, Meta Ads en France? Oui, France, oui, ouais. oui. T'aimes Alors, bien? pas full beta ads, mais omnicanal, comme je l'ai fait avec SoCup. Mais oui, oui. Ok. Toujours avec Shoes. Toujours avec Shoes et toujours avec les partenaires, les fameux partenaires qu'on a eu avec SoCup, avec qui on garde toujours d'ailleurs de très bonnes relations. Ouais, donc ça c'est bien, parce que comme ça tu peux capitaliser là-dessus et refaire un lancement avec Exactement. eux. T'avais déjà fait de l'influence aussi? Oui, l'influence, ouais, ouais. On en a fait pas mal. Aujourd'hui, j'en fais plus. Mais à l'époque, oui. C'était avec SoCup. Ouais, avec SoCup. Ouais, avec SoCup, tout à fait. Tout à fait, tout à Et- fait. Ça n'avait pas été incroyable en termes de résultats. Ok. Et là j'ai tapé socup.com. Je suis tombé sur une espèce de copie horrible. Oui, ouais, ouais, on va appeler ça une copie, merci. Mais Oh my god. ouais, on avait négocié avec la personne pour acheter notre domaine, elle nous a proposé 100 000 euros. On avait bien évidemment refusé. Et socup.fr, bah il y a plus rien, c'est gris donc c'est triste, hein. Ouais. C'est ça, c'est triste. Le nom de domaine est à vendre, si quelqu'un est intéressé, pourquoi pas. Et toi du coup, bah t'as dû perdre un peu dans ta vie quotidienne de l'adrénaline, non? Je l'ai perdu, je l'ai beaucoup, beaucoup perdu. Tu sais, ce feu intérieur qui t'anime, aujourd'hui, je suis en train de le retrouver au fur et à mesure. Donc c'est vraiment tout le fait que je dis que je sais que je vais lancer quelque chose début 2025. Enfin, je dis que je vais lancer, c'est déjà en cours, je travaille déjà dessus. Mais si tu veux, mais oui, enfin, en fait, quand tu perds tout ça d'un coup,
T'as pu ce truc-là qui t'anime au fond de toi, ce feu au fond de... Je sais pas comment expliquer ça, mais ce truc au fond de ton ventre, quand tu te lèves le matin, t'as la rage et t'as envie de tout défoncer, quoi, tu vois. Et ça, aujourd'hui, je l'ai plus. Mais je suis en train de le retrouver et je t'avoue que ça fait du bien. C'est cool, c'est-à-dire que tu as trouvé un bon produit et que tu as envie de le lancer là et que tu sens qu'il y a du potentiel en fait. Ouais. Ah, mais carrément, 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 carrément. Trop bien. T'avais déjà testé un peu les marchés genre Amérique, Angleterre? Jamais, jamais, jamais. Ok, c'est rare. Très rare. Ouais, non, non, j'ai jamais été. Non, non, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je suis toujours resté dans ma zone de confort euh, euh, en France. Très bien. Bon bah merci beaucoup. Je pense que là il est l'heure de manger en plus, donc on va se mettre bien. On a passé Ouais, un carrément. très très bon moment avec toi, donc c'est la fin de l'épisode 16 qui sortira dans 2 semaines. Nous là, on l'a tourné un peu avant, donc tu pourras le réécouter. Et bah merci beaucoup, c'était Trop cool. très Bah, très belle merci à toi, Fred, expérience. pour ton accueil, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Salut. Merci. À Ciao. plus.